voilà, le luxe communal a pas mal évolué. Je vous ai fait une présentation, je ne sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. Et entre-temps, j'ai rencontré une équipe de personnes qui, en fait, sont des professionnels de la 3D. Et en particulier, un type qui s'appelle Yannick, qui est vraiment un super bon pro, qui a fait toutes sortes de projets pour le musée d'Orsay, le Louvre, etc. Et donc, moi, j'ai appris la 3D un peu à la louche il y a 4 ans. Et je ne suis pas vraiment une pointure encore. Donc il a décidé de reprendre absolument tous les sites. Et puis là, on est en train de faire une demande de subvention au CNC dans quelques semaines. Et on va tenter d'obtenir des subventions pour financer le projet. Donc il sera un projet en ligne, qui sera interactif, qui sera entièrement en 3D. Alors je me rends compte là que c'est un peu petit pour que vous lisiez. Peut-être. Hein, peut-être. Donc voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer, c'est pas possible, c'est devenu un vrai labyrinthe. Et je pense que j'ai estimé à peu près pour tout montrer, j'y mets 4 heures, quoi. C'est vraiment très très grand maintenant. Donc je vais vous faire une présentation simplement pour vous compreniez comment s'orienter à l'intérieur d'un labyrinthe. Donc quand on arrive ici, je vais déjà vous lire ce petit texte d'introduction. La Commune de Paris a conçu en 72 jours un projet de société qui, bien que bricolé sur le tas et interrompu prématurément, fut d'une intelligence remarquable. Droit du travail, autogestion ouvrière et sociale, égalité de genre et salariale, participation à la vie politique, sociale et économique pour les femmes, enseignement gratuit, laïque et obligatoire, enseignement intégral et professionnel pour garçons et filles, justice, contrôle et révocabilité des élus, reconnaissance du droit à la culture comme un droit de l'homme, autonomie des arrondissements, esprit libertaire des vies de quartier. Donc les projets de la commune, réalisés, non réalisés, ses inventions, les projets héritiers qui en sont extrapolés, font l'objet d'une future plateforme interactive en 3D. Le présent site constitue le storyboard de ce projet, réalisé à partir de captures d'écran de fichiers 3D. Donc quand on arrive sur le site, alors pour la navigation, il y a ici une petite icône. Alors en fait, quand on est effectivement sur la petite étoile, on va sur un lien à l'intérieur du site. L'étoile finance un lien externe. Et ensuite, tous les titres, noms et URL soulignés sont encore des liens externes. Et puis, il y a des cartels avec des petites flèches qui sont à niveau des liens. Donc on arrive, alors je suis désolée parce que en fait là on voit pas très bien ce qui se passe parce que c'est une affaire de qualité par rapport à mon écran. Donc voilà, on arrive là-dessus, cette espèce de chose un peu, de site un peu lévitant on va dire. Et quand on passe le curseur, alors il faut être un peu curieux parce que à la fin je ne vais pas donner tous les liens, ils ne seront pas indiqués. Là il y a une petite étoile qui indique qu'il y a un lien. Mais si vous êtes curieux, vous allez passer votre curseur sur la totalité de l'image et découvrir des choses. Si vous ne l'êtes pas, vous ratez des choses. Et en fait, là, chaque fois qu'on passe le curseur, par exemple là, la porte ou l'objet en question va permettre d'aller. Donc on clique dessus et là, on va rentrer. Donc ça, c'est le principe de base. Par contre, on a ici, là-haut, un certain nombre d'entrées dans le menu. Donc l'entrée, on entre à l'intérieur du site, on entre à l'intérieur du labyrinthe. Et là, voilà, c'est une visite, un peu comme une visite de musée. Ensuite, il y a une présentation, parce que ça, c'est un site que j'ai fait donc, pour le CNC, qui sert de storyboard et qui va me permettre d'expliquer le projet, en fait. C'est pas le projet lui-même encore. Donc quand on va dans la présentation, là, on a un certain nombre de textes. Je pense peut-être vous pouvez lire, là, non? C'est un peu plus gros. Est-ce que vous pouvez tous lire? Non. Non. J'avais comme une idée. Alors, le luxe communal explore les projets sociaux, politiques, culturels, scientifiques de la Commune de Paris. Les projets énoncés mais pas réalisés, les projets réalisés par décret ou arrêtés, les projets héritiers qui en sont extrapolés, mais aussi ses inventions, son imaginaire d'hier et d'aujourd'hui et ses récits contradictoires. Car l'héritage documentaire de la commune est peuplé de rêves et de cauchemars.
Dans le champ artistique et littéraire, une forte polarisation rassemble d'un côté la Fédération des artistes et les positions communardes de Courbet, Vallès, Cottier, Rimbaud, Verlaine, de l'autre une majorité d'écrivains qui rejettent la commune, Sand, Flaubert, Gautier, Ducamp, Daudet, révélant les aspects haineux, mensongers, irrationnels de leur critique, par l'usage de terminologie criminelle, animalière ou pathologique, un bestiaire. À cet héritage s'ajoutent ceux des deux appels, Félix-Antoine, général de corps d'armée, et Ernest, photographe, qui mettront leurs compétences militaires, jugement des communards à Versailles, et artistique, invention du photomontage, à disposition de la réécriture versaillaise de l'histoire de la commune. Récit contre récit, image contre image, le projet aspire à mettre en perspective ces conflits, rêves et cauchemars, astra et monstra, jusqu'à la bataille finale qui générera les constellations de la commune. À la fin, il y a un énorme feu d'artifice, vous verrez, une bataille qui dégénère en feu d'artifice. Je vais vous lire un dernier texte, je ne vais pas beaucoup vous lire de choses parce que ça risque d'être fortement indigeste puis il y a beaucoup d'images. En fait, c'est le texte qui s'adresse au public. À qui ça s'adresse? Le luxe communal vise un public sensible à l'histoire de la commune de Paris, enseignants, historiens, chercheurs, mais souhaite sensibiliser d'autres publics, en particulier les jeunes publics adeptes de chaînes d'histoire publique, Nota Bene et d'autres, et de jeux en ligne, accoutumés aux immersions historiques. La possibilité est donnée de désamorcer les extensions ludiques selon l'usage que l'on souhaite faire du site. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ajouté énormément de dimensions ludiques, de jeux, d'enquêtes. Et si par exemple un chercheur veut aller récupérer des données, il n'est pas obligé de se taper toutes les dimensions. Vous verrez, il y a des obstructions, il y a des choses qui se passent. Il peut donc les désamorcer pour aller directement là où il veut. Confronté à une histoire multicouche, à des archives contradictoires, textes et images, le visiteur, j'ai oublié un paragraphe. Le visiteur évolue dans un espace élastique, en permanente transformation, qui s'étire au fur et à mesure de sa progression. Sa curiosité déterminera la dimension exploratoire du site, la promenade du curseur lui permettant de révéler des zones actives a priori invisibles. Le bâtiment résiste à chaque étage aux intrusions des visiteurs et oppose des obstructions à sa progression qu'il faudra juguler par des actions fondées sur les indices dispensés. Confronté à une histoire multicouche, à des archives contradictoires, textes et images, le visiteur est sollicité par des jeux, des enquêtes, est confronté à différents états d'un même lieu et peut intervenir sur le cours de l'histoire. Évasion de Blanqui, du château du Taureau, désimpérialisation d'Atlas Vendôme, mise en orbite du Sacré-Cœur, à travers certains projets extrapolés par l'histoire contrefactuelle. À terme, les visiteurs et les visiteuses seront invités à déposer leurs projets extrapolés sur le site en les adressant à la rubrique Contact. Donc, dans cette page-là, en fait, il y a une sorte d'information. Pourquoi c'est cette forme-là? La question de la fiction dans son rapport à l'histoire, via l'histoire contrefactuelle, l'utopie, la dystopie, l'Uchronie, etc. La question de la fiction politique. Et là, on descend. Et voilà. Et là, on arrive, alors, on va lire un petit texte qui expliquera, on rencontrera, on suivra, qu'on empruntera, que vous irez voir parce que c'est un petit peu long. Voilà. On remonte par le petit curseur qui est là, en bas à droite. Bim. Alors ça, c'est le deuxième. Donc les repères. Comme le site est vraiment un labyrinthe, il y a des moments où on va se perdre fatalement. En fait, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage du café, on entre dans le café. Il y a beaucoup d'ouvertures qui vont nous mener dans des endroits assez improbables. Et à un certain endroit, on va avoir une trappe par laquelle on va descendre dans des souterrains très profonds, qui sont des geôles, et qui sont les 7 geôles de Blanqui, au château du Taureau. On a après, donc ça c'est le café, et quand vous êtes ici dans le café, vous cliquez sur l'image, et vous vous retrouvez dans le café, donc au rez-de-chaussée. Et là, en fait, il y a une espèce de déplié de tous les issues, de tous les clics que vous pouvez faire. Donc on va explorer après.
On va voir qu'il y a des obstructions à chaque fois. Donc ça, c'est le premier étage, la bibliothèque. Et là, c'est pareil, si vous vous perdez, vous revenez dans repère et vous pouvez effectivement trouver tous les éléments dans la bibliothèque. Ensuite, on a le deuxième étage. Alors la bibliothèque sert aussi de musée des inventions. Le deuxième étage, en fait, c'est un grenier où on va voir pour obstruction les spectres des morts mal ensevelis de la commune. Qui vont nous... Voilà, et à partir de cet endroit-là, on va avoir un certain nombre de portes qui vont s'ouvrir, dont une porte qui va évoquer les questions de la photographie sous la commune. Parce que la photographie sous la commune, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Parce que c'est après la semaine sanglante, après le moment qu'effectivement un certain nombre de photographes vont faire des photos des ruines de Paris, on va initier des visites touristiques. En particulier, une des premières a été faite par Thomas Cook avec l'archevêque de Canterbury. Donc il y avait des petits livrets, etc. Il y avait, bon, je reviendrai là-dessus après parce que quand je pars sur un truc, donc ça a été un peu exhaustif. On va voir aussi la scène du magicien de Versailles et l'escalier vers la Lune. Et la Lune, donc dans les étages supérieurs, il y a une sorte de coque qui constitue les chambres du luxe communal de Napoléon Gaillard, parce qu'on est chez Napoléon Gaillard d'Angers. Et là, on verra, voilà. Et puis là, dans les souterrains, eh bien, on verra, c'est là qu'on va pouvoir faire évader Blanqui, voilà. En tout cas, il y a tous ces niveaux-là. Le souterrain, dans les étages supérieurs, très très en une. Et puis après, les trois étages dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, voilà. Ensuite, là, il y a la bibliographie. Bon, il n'y a pas tout encore, mais il y a pas mal. Et là, j'ai, pour essayer de faire valider mon projet auprès du CLC, j'ai contacté pas mal de gens qui sont la plupart du temps des artistes ou des historiens qui soutiennent le projet. Donc voilà, il y a mes amis avec lesquels je travaille sur le projet. Il y a naturellement en premier lieu le comité du mairie des amis de la commune de Paris, qui est mon premier soutien. Et puis après, bon voilà, des artistes, il y a Jean-Louis Robert, il y a Florence Gauthier, il y a un historien, il y a Thomas Golsel, Jean-François Duperron, Claudine Cerf évidemment, Quentin de Lermont, Yannick Laja. Donc c'est des gens dont j'espère qu'ils vont pouvoir m'aider. Et puis là, les remerciements. Voilà. Et puis là, on peut effectivement envoyer un contact. Bon, voilà, on va entrer dans le café. Je vais boire un coup d'abord. Christiane, c'est quoi le CNP ou CNP? CLC, c'est le Centre National du Cinéma. Du cinéma. Voilà. Quand c'était la dernière lettre, je n'avais pas identifié. Parce que le Centre National du Cinéma, il finance des films, des documentaires, des films de fiction, des documentaires. Mais cette dernière décennie, je crois même un petit peu avant, il a commencé à financer les projets numériques. Et il donne beaucoup d'argent aux projets numériques. Beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, voilà. Donc, quand on arrive sur le site, alors vous verrez, si on déplace le curseur, effectivement, il se passe des choses. Et à l'intérieur de ces choses, il se passe d'autres choses. Donc là, on entre dans le café. Donc, le café de Napoléon Gaillard. Napoléon Gaillard, c'est un peu mon héros, chef des barricades de la Commune de Paris. 15 jours avant d'être... Enfin, disons qu'il a démissionné, mais il était un peu viré quand même, parce qu'il était vraiment pas bon en matière de barricade. À Marseille de Château-Gaillard qui a survécu plus d'une journée. Donc on est dans ce café, voilà, et on va descendre. Je vais vous montrer un peu. Le storyboard, je l'ai fait un petit peu comme une bande dessinée pour qu'il soit un peu rock'n'roll, parce qu'au début il était un petit peu pas très rock'n'roll, disons. Donc on va descendre, on est dans le café Napoléon. Ce café, comme je vous l'avais dit, en fait, c'est un remake d'un café qui est à 13 le Quémo dans les Côtes d'Armor, qui est à mes yeux le plus beau café du monde. C'est un café associatif absolument génial, extrêmement énergique, qui fait plein de trucs, donc en fait c'est exactement le café. Donc là on va descendre, on a effectivement un certain nombre d'éléments. Je vous montre rapidement avant qu'on entre dans les différentes issues. Et en réalité, ce café, on pourrait être tout à fait honnête, c'est un mixte entre le café Trédresse Loquemo et le café de mon grand-père. Il y a les banquettes, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Je
Je vais pas trop vite? Donc là, on fait le tour. Alors, vous remarquerez qu'il y a des images 3D qui sont meilleures que d'autres. Les moins bonnes, c'est les miennes. Et puis celles qui sont vraiment bonnes, c'est celles de Yannick. Parce que je ne suis pas encore arrivé à son niveau de perfection. Et lui, ça fait 20 ans qu'il fait de la 3D, quoi. Donc là, c'est l'atelier Napoléon, puis au bout du café. Donc Napoléon était maître chaussurier, inventeur des chaussures en butin berchin. Donc on va aussi voir ça. Alors maintenant, on va entrer dans le café. Vraiment. Donc quand on entre dans le café, il y a plein d'issues, il y a des fenêtres, des portes. Et à chaque fois que vous passez une fenêtre ou une porte, il y a un mélange en fait entre quelque chose qui est relativement réaliste et en particulier il y a une dimension archivistique très importante au niveau des images et des textes. Et puis après il y a ce que j'appelle des extrapolations, c'est-à-dire qu'on part des fois en plein délire. Mais ces délires sont fondés sur des projets communards. Voilà, toujours. Après je les ai un petit peu parfois poussés. Donc on va faire une visite, peut-être on en a pour 1 heure. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez, parce que là où j'en suis pour le moment, et c'est la raison pour laquelle je le présente aujourd'hui, j'ai très peu de retours sur... et en fait, j'ai très peu de critiques. Et en fait, il y a bon, des gens qui me félicitent et qui sont contents, mais en fait, c'est pas ça qui m'aide à avancer. Donc ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment des critiques, des... Voilà, qu'est-ce que vous pensez qui fonctionne pas. Parce que comme je vous disais, l'objectif de site, c'est qu'il intéresse un maximum de gens. Les gens comme nous, nous on est des communs, donc voilà. Mais il y a des gens qui ne le sont pas, et comment est-ce qu'on peut les capter, en fait, par ce projet-là. Donc quand on entre, on est en face d'une porte, on va passer cette porte, et on tombe sur la désimpérialisation de la place Vendôme. La désimpérialisation de la place Vendôme est née de William Morris. Je ne sais pas si vous connaissez William Morris, qui était un dessinateur, il faisait des papiers peints, il a beaucoup travaillé avec les pré-raphaélites, et il a fondé le mouvement qu'on appelait Arts and Crafts. Et William Morris avait écrit une nouvelle qui s'appelle La Nouvelle de Nulle part, en 1890, qui expliquait le protagoniste s'endort au début du livre et je crois se réveille vers 2050. Et là, la commune est arrivée. La commune est là, elle est présente, et voilà. Et en fait, lui, il est anglais, donc il se promène dans Londres et il va tomber en fait sur la Trafalgar Square, qui a été débarrassée de sa colonne Nelson et plantée de bricotiers. Et j'ai pensé naturellement à ce moment-là à Courbet, qui avait voulu déboulonner la colonne Vendôme, et je me suis dit, tiens, si on déboulonnait la colonne Vendôme et qu'on la plantait de cerisiers. Donc voilà, le spectateur va avoir le choix de déboulonner la colonne Vendôme, on va lui donner des outils pour la déboulonner, il a le choix de le faire ou pas. Et alors, je vais essayer de pas trop digresser, mais je dépasse tout le temps, c'est horrible. Courbet voulait déboulonner la colonne Vendôme et la mettre au musée, je ne me rappelle plus quel musée. Enfin bref, il ne voulait pas la casser, mais c'est Félix Piat qui a donné l'ordre de la casser. Et après, vous savez que Courbet a été persécuté pour rembourser la colonne Vendôme, alors qu'il n'avait pas du tout demandé qu'on la casse. Donc voilà, et en fait, donc on va lui donner à ce spectateur les outils. Donc là, on a la colonne Vendôme à l'époque qui a été reconstituée pas comme aujourd'hui, mais comme en 1871. C'était de la terre battue en 1871. Et donc voilà, et voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les images de Yannick. On les repère assez facilement parce qu'elles sont vraiment bonnes. Donc il pourra déboulonner la colonne doucement, les morceaux après morceaux, et puis effectivement planter les cerisiers en hommage à Courbet. Excuse-moi Christiane, et s'il le fait, qu'est-ce que ça lui apporte? Je ne sais pas encore. Parce qu'en fait... Tout n'est pas résolu. Je ne sais pas encore. En fait, il y a des idées qui sont avancées à différents stades, puis il y a des idées qui sont avancées à un stade, on va dire, un petit peu plus bas, et puis il y en a qui sont juste posées parce que j'ai juste pas eu le temps de les faire, quoi. Parce qu'en fait, la 3D, c'est super long, c'est très long.
Donc en fait, je ne sais pas encore. Il va y avoir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est Voilà. une belle idée. Ah ben c'est Courbet et Maurice. Voilà, donc là ben, c'est voilà, des plans un peu rapprochés là, de la place Vendôme. Moi, quand j'avais fait, c'était pas aussi sophistiqué. Et puis voilà, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc voilà, on est ici. Quand vous cliquez là-dessus, ben, vous vous intéressez sur la nouvelle William Morris. Et quand vous cliquez là-dessus, ben, vous vous intéressez sur les données qui racontent l'histoire un peu lamentable d'ailleurs de Courbet et de la colonne Vendôme. Pim, donc on va revenir en arrière. On était là. Alors on descend, Napoléon. Si on clique là, on va voir l'histoire de Napoléon. Voilà, Napoléon avait ouvert, après la semaine sanglante, il s'était exilé à Carouge en Suisse, où il avait offert un estaminet avec son fils. Voilà, là on est derrière le bar, et derrière le bar, on arrive vers la porte des barricades. Donc derrière, alors, c'est peut-être le moment où je vous raconte qu'en fait, le café a une enveloppe extérieure qui n'est pas la même que l'enveloppe intérieure. Attendez. C'est-à-dire que le café, en fait, a des dimensions déterminées, mais quand on entre à l'intérieur, c'est truffé de pièces fantômes. C'est-à-dire que vous allez aller dans une salle qui n'existe pas à l'extérieur. Donc en fait, voilà, ça c'est la première chose, ce qui commence ici. Donc voilà, la salle des barricades, donc j'ai un petit peu essayé de voir, comment dire, de répertorier les éléments que je pouvais voilà, rassembler sur les barricades. Donc il y a évidemment des affiches de la Commune de Paris. Il y a évidemment Blanqui qui avait fait ce texte qui s'appelle l'Instruction pour une prise d'armes, qui est extrêmement intéressant parce qu'il donne des mesures extrêmement précises, extrêmement déterminées de comment on construit une barricade. Voilà, tout est extrêmement précis. Et j'ai quelques plans, mais là tout n'est pas là encore. Et là par exemple, quand on va cliquer là-dessus, on arrive sur le texte in extenso de l'instruction pour une prise d'armes. Là on a la salle des photographies des barricades. On a eu pas mal de gens qui ont photographié les barricades, en particulier Braqueux, évidemment. Voilà. Et là, on a la salle d'Haussmann. Alors, la salle d'Haussmann, elle va être très importante. Je vais vous lire un tout petit texte. Il est vraiment intéressant, ce petit texte, parce que Haussmann, donc, avait, à la demande de Napoléon III, avait donc fait un travail d'hygiénisme, d'après lui. Vous connaissez un peu le travail qu'il a fait, l'élargissement des rues, etc. Et en fait, Walter Benjamin a écrit un petit texte qu'on pourra voir là qui dit « Le véritable but des travaux de Haussmann, c'était de s'assurer contre l'éventualité d'une guerre civile. Il voulait rendre impossible à tout jamais la construction des barricades dans les rues de Paris. Poursuivant le même but, Louis-Philippe avait déjà introduit les pavés de bois, etc. etc. Je ne vais pas lire intégralement. Mais alors, il va nous intéresser beaucoup, Haussmann, parce qu'il y a dans cette... donc vous avez vu tout à fait au début, on a une sorte de couloir qui ressemble... ça peut être un grenier, ça peut être toutes sortes de choses, avec pas mal de portes. Et en fait, une des portes amène à un endroit où vous allez pouvoir faire votre barricade vous-même. Alors là, on a les images, et vous allez voir, donc ça c'est les images de Yannick. Quand on arrive dans cet endroit-là, on a en fait un espace hanté. Vous pouvez mieux voir ici, là, tac, tac. Et quand vous pénétrez cet endroit-là, il se métamorphose, il devient une rue de Paris. Vous allez avoir au sol, bon là, ça a été fait assez vite, hein, bon, ce sera beaucoup mieux après, mais vous allez avoir des éléments pour fabriquer une barricade ici. Vous montez vos éléments, et au fur et à mesure que vous montez vos éléments, les murs ici et là s'éloignent et font tomber la barricade. Vous remettez des éléments, les murs s'éloignent. C'est Haussmann. C'est Haussmann. Et on verra plus tard qu'il y a une machine quelque part, une machine des commandes dans le grenier, qui pilote toutes les actions négatives, en fait, qui est pilotée à la fois par Haussmann en ce qui concerne les barricades, mais surtout par Thiers.
on le verra plus tard. Donc voilà, vous vous rappellerez, je vous montrerai qui pilote. Donc il y a le système d'essieux voilà, qui va permettre aux murs de s'écarter pour vous empêcher de fabriquer votre barricade. Et quand vous aurez trouvé où est la salle des commandes, alors vous pourrez dégoupiller le système pour fabriquer votre barricade définitivement. Voilà. Donc là, j'ai récupéré des peintures et des gravures donc sur la question des barricades à nouveau. Et puis naturellement la salle de Napoléon, avec son célèbre château Gaillard, qui a coûté, ceci dit, une petite fortune, qu'il a passé un temps absolument extraordinaire à faire, au détriment d'ailleurs d'autres barricades, et qui a résisté une journée au Versailles. Donc c'est là qu'il a démissionné. Il était un peu spécial, Napoléon, on peut dire. Voilà, donc on est ici. Et là, voilà, on est dans le café, là on voit Courbet. Là on a en fait un mur qui est le mur qui va nous mener vers la prison Mazas. La prison Mazas, on va la parcourir assez rapidement. Donc il va y avoir tout un travail sur la prison Mazas qui était en fait cette prison qui était ronde et un panoptique. Panoptique. Et donc il va y avoir, j'ai récupéré des plans, j'ai récupéré des photos, j'ai récupéré pas mal d'éléments, mais là j'ai pas eu le temps de les mettre. Mais en tout cas, ce que j'ai récupéré, c'est ces très 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 beaux dessins d'Armand Désiré Gauthier, qui était un copain de Courbet, et donc qui a été incarcéré avec lui à Rochefort, à la prison Mazas, qui était du côté de la Bastille. Donc des très très beaux dessins comme ça, qui documentent, et où il a un peu rêvé de retrouver dans la prison Mazas Monsieur Thiers, qui est dans sa cellule d'attente, qui passe à la toise. Voilà. Un très beau dessin. Ici fut fusillé un brave sur l'ordre d'un lâche. Voilà, pim pim. Et donc il y aura beaucoup plus d'éléments que ça. Sur les tables du café, il y a des petits trucs comme ça. Il y en a 4 pour le moment. Qui sont en fait des portes d'entrée pour des discussions de café. Donc les discussions de café, il y en a une qui a été faite par M. Favière et son ami JM, donc une discussion entre Jaurès et Vaillant, une autre discussion par Jean Hannequin entre un paysan et Charles de l'Écluse, une discussion que Michel est en train de terminer entre Louise Michel et Georges Sand, et Claudine Cerf, donc je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la fille de Marcel Cerf, qui était grand historien de la cuisine. Donc elle a fait, à partir d'un livre de son père, un entretien entre Marcel et Maxime Lisbonne. Et voilà, donc on aura juste à cliquer Tim. Et là, bon, pour le moment, c'est un peu austère, mais en tout cas, bon, voilà, tous les textes seront là. Et selon les textes, ce sera à lire, ce sera sous forme de BD avec des bulles, ou ce sera oral, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu vraiment le temps de récupérer. Donc voilà, et là, je sais que je suis parti dans les choux, donc je remonte. Voilà. Là, alors là, on a Courbet qui est en train de faire un projet qu'on verra tout à l'heure, un très beau projet, le projet de la colonne des peuples, qui est assez sexuel, vous verrez. Et quand on passe donc sur l'image, on se rend compte que, voilà, il y a 2 petites portes cachées sous la salle, et quand on clique sur cette petite porte, donc qui se met en rouge à chaque fois, on arrive dans le débordinoir. Ah. En tant que Berrichon, vous savez tous ce qu'est un débordinoir. Ah, oui. Hein? Ah. Qui sait pas ce qu'est un débordinoir? Moi j'ai oublié ce que tu m'avais dit. Un beurdin en Berry, c'est un simple d'esprit. Il y a un débordinoir, c'est un endroit, en fait, c'est un objet plutôt, un artefact en tout cas, qui est fait pour le débordiner, donc le rendre intelligent. Donc il y a un très célèbre débordinoir à Saint-Menou, que j'aime beaucoup. Je vais me faire débordiner régulièrement. Et donc j'ai mis le site, donc quand on clique... Ça fonctionne pas, hein? Hein? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne super bien, Ah, je le présente. Donc voilà, quand on clique là, on descend, il y a un escalier, et on va arriver, voilà, ça c'est vraiment le débordinoir de Saint-Menou. C'est ça, ouais. Qui a été refait en 3D. Voilà, vous pourrez, donc ce débordinoir-là, il est conçu pour les héritiers des Versaillais qui persévèrent dans leurs entreprises de diffamation de la commune.
Et il reste à intégrer les effets spéciaux que j'ai pas encore. On peut rappeler où est Saint-Menou? Ben non. C'est dans l'Allier. J'en sais rien. C'est dans l'Allier. Je me le rappelle. C'est pas loin de Lurcy-Lévis. J'y vais, c'est sur le chemin de Chalon-sur-Saône, c'est tout ce que je sais. D'accord, c'est Ah ouais. assez profond dans l'Allier. là. C'est à 1 heure d'ici peut-être. Ouais, c'est pas dans la Verrerie. Mais c'est possible, dans le mais je suis pas Bourbonnais, très- c'est pareil. Donc alors, pour aller vite, le débordinoir, donc voilà la salle du débordinoir. Menou était il était celte, il est venu donc à Saint-Menou dans la nuit. Il est devenu évêque et il avait une sorte d'assistant qui était simple d'esprit. Puis Saint-Menou est mort. Alors on lui a fabriqué ce catafalque. Et puis je ne sais plus qui, j'ai un peu oublié le détail, mais ça, le simple d'esprit, enfin l'assistant, était absolument désespéré, il venait tous les jours à Saint-Menou. Donc quand ils ont construit le catafalque, ils ont fait une ouverture pour passer la tête. Et alors, donc à gauche, il y a l'ouverture pour passer la tête, et à droite, les ossements qui restent. Voilà. Et donc, le simple d'esprit passait la tête tous les jours, et à force de la passer, ça l'a débordiné. Voilà. Donc, je me disais que ça pourrait être vachement utile pour nous, dans certaines circonstances. Voilà. Donc, ça va être ça. Mais je ne me suis pas encore occupé des effets spéciaux. Voilà, ensuite, ben là, on verra tout à l'heure parce qu'on va monter au premier étage. Là, c'est la porte par laquelle on est entré. Donc, si on repasse cette porte, on va avoir, à chaque fois qu'on repassera cette porte, en fait, il y a certaines portes, quand on les passe une fois, on arrive à un autre état de ce qu'on a vu en premier lieu. Si on les repasse 2 fois, il y a encore un autre état. Voilà, il y aura des choses comme ça. C'est aléatoire? C'est pas aléatoire. Non. Ça peut pas être aléatoire parce que ça doit être déterminé. Et toi, tu sais pas ce qui va t'arriver. Par contre, ça a été inventé avant. Donc le premier état, ce sera quelque chose qui ressemblera à ça. Le café sera complètement détruit. Ce sera après la semaine sanglante. Mais si on repasse la porte à nouveau, on arrive sur le projet de Kropotkin. Et là, en fait, c'est un dessin qui a été fait par une amie. Grosso modo, Kropotkin avait proposé de réquisitionner tous les grands territoires du nord de Paris qui étaient des propriétés selon Aristote pour faire des jardins potagers à haut rendement. Donc quand on sort du café, on sortira du café, voilà le café en haut à droite, et on pourra par la suite aller se promener dans le jardin. Alors ce que vous voyez là, ici, là, c'est Élysée Reclus. C'est Élysée Reclus parce qu'on a un petit ruisseau. Ouais. Vous connaissez l'histoire d'un ruisseau. Donc il a un petit bateau en coque de noix à aube, avec lequel donc, on va pouvoir descendre, on va pouvoir suivre Élysée Reclus, qui va se promener jusque là, entrer par ici dans cette maison dont le toit est recouvert d'un bateau. Le bateau va se retourner et partir sur l'océan. Et on verra la suite après à un autre endroit, parce qu'il y a un endroit très loin, un endroit très bas qui se rejoignent, mais je ne peux pas vous montrer les deux en même temps. Voilà, donc ça c'est le deuxième état. Et le troisième état, donc c'est l'état normal du café, voilà, qui ressemblera à peu près à ça, quoi. Ici le cinéma, et puis ça va être il est même un peu trop chic en fait, il faudrait qu'il soit un peu... C'est une maison assez ancienne en fait, assez banale, quoi. Voilà, voilà, bim bim, on en est là. Ensuite, le kinétoscope, donc là on a sous le café Théodore à Trédrez, il y a cet escalier avec sous l'escalier un cinéma et une place. Donc il y a effectivement, on entre, il y a une chaise, et puis on peut voir, là si je me rappelle bien, je voulais plutôt mettre des documentaires sur la commune. Donc évidemment, il y a le film de Redon là, pour la commune de Watkins, il y a et si la commune de Paris avait survécu, etc. Et voilà, et là on a une trappe. Et quand on clique sur la trappe, on arrive dans les souterrains de Blanqui. Alors en fait, ça a été fabriqué d'après les vraies images du château du Taureau. C'est-à-dire que la prison de Blanqui qui est là, elle a exactement les dimensions. Et puis ce petit pavillon, là, il existe vraiment, enfin, il est vraiment comme ça. Donc ça, c'est mes images, c'est pas encore très top.
Et hier, j'ai eu les nouvelles images, donc ça ressemblera à ça. On est dans une atmosphère quand même un peu lourde, évidemment. On est dans les geôles du château du Taureau. Alors, il y a 7 Blanqui dans cette geôle. Pourquoi? Alors, Blanqui, pendant qu'il était au château du Taureau, a écrit un texte qui s'appelle, attendez, voilà, L'éternité par les astres. Dans L'éternité par les astres, il tente de démontrer la répétition incessante de l'univers qui, pourvu d'un nombre limité de corps simples sur notre planète, à l'époque on imaginait qu'il y avait, en 1871, qu'il y avait 7 corps simples, est condamné à les répéter à l'infini pour peupler l'infini de l'univers. C'est-à-dire que, comme Auguste Comte ou d'autres, il imagine qu'en fait, il y a des tas de répliques. C'est-à-dire qu'il y a des tas de répliques de la Terre, il y a des tas de répliques de nous-mêmes, avec toutes les variantes inimaginables, puisque l'univers est infini, qu'il n'y a que 7 corps simples, on ne peut imaginer que des sosies, donc des planètes sosies. La situation dans laquelle on est existe de manière innombrable sur d'autres planètes, avec peut-être des petites variantes, parce que, je sais pas, M. Favière a mis un t-shirt vert, l'image de Macron, un truc, super bizarre. Sacré variante. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en particulier aux philosophes, attendez si je vous regarde, c'est la tête qui tourne si je n'ai pas ça. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont intéressés à ce texte de Blanqui, et en particulier Walter Benjamin, qui était un philosophe marxiste de l'école de Francfort, et qui a beaucoup apprécié ce texte, et qui l'a mis en relation avec un poème de Baudelaire qui s'appelle Les 7 vieillards. Et Baudelaire explique qu'un jour il sort de chez lui et il voit un vieillard qui passe dans la rue. Donc on va pouvoir évidemment, on va y aller tout à l'heure. Il passe dans la rue et voilà, il passe. Et puis le même vieillard passe quelques secondes après, ça 7 fois. Et Benjamin a fait une relation entre le texte de Blanqui et le poème de Baudelaire. Donc quand moi j'ai voulu imaginer les souterrains et la prison de Blanqui, je me suis dit, voilà, il y en a forcément 7. Donc il y a 7 états de la prison. Je vais vous montrer ça. Donc Blanqui dans sa prison. Là, c'est la tête de Blanqui et le corps de M. Anka. Donc là, on peut lire L'éternité par les astres, naturellement. Donc voilà, on descend. Et la prison, voilà, elle ressemblera à ça. Et alors, obstruction. À chaque fois que vous arrivez à un étage, il y a une obstruction. C'est-à-dire que le site, c'est comme un organisme vivant qui lutte contre les microbes. Et nous sommes les microbes. On essaie de rentrer dedans. Donc il se protège, il se défend, il résiste. Et l'obstruction qui va avoir lieu ici, c'est que... C'est agaçant cette histoire de lunettes, là je suis désolée. Attendez. Quand vous arrivez ici, il va y avoir un vent ascendant. Vous descendez par l'échelle et vous descendez à chaque étage par une échelle. Il va y avoir un vent ascendant très fort qui va tenter de vous renvoyer là d'où vous venez. Et il va falloir à chaque fois, pour chaque obstruction, trouver un indice qui va dégoupiller le phénomène. Alors il y a des phénomènes comme ça qui sont des phénomènes climatiques. Et en fait, à chaque fois, vous devrez trouver un indice pour évidemment vous débarrasser de cette obstruction. Donc, quand vous arrivez en bas, si vous arrivez en bas et que vous avez trouvé l'indice, vous allez voir, alors ça c'est mes images, c'est un peu différent, qu'il y a une sorte de radeau qui vous attend. Si vous arrivez à tomber sur le radeau, Blanqui va tomber avec vous. Et on va emprunter une voie céleste pour arriver à l'île du 18 mars. C'est-à-dire que l'histoire des étoiles, elle est un petit peu de manière permanente dans le site à cause de Blanqui. Et donc quand vous êtes sur la péniche, enfin le radeau là en l'occurrence, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait le vaisseau final ce sera ça, c'est un pyroscaphe qui a été fabriqué, c'est un vrai objet, qui a été fabriqué en 1783 par Jouffroy d'Aban. C'est le premier bateau à vapeur. Donc, mais je n'ai pas eu le temps de remplacer encore. Donc il y a des étoiles, vous allez vous trouver au gouvernail en tant que visiteur, et vous allez suivre les étoiles qui s'allument dans le ciel. Vous allez donc piloter ce navire et au bout d'un moment, vous allez arriver à l'île du 18 mars, que je n'ai pas encore fabriquée. Petite île, vous arrivez, un petit ponton pour entrer,
petit bois, etc. Puis là, vous êtes au pied de la colline Montmartre, le matin du 18 mars, avec l'affaire des canons. Et vous venez de faire évader Blanqui, qui, comme Marx le disait, Marx était la tête qui avait manqué à la Commune de Paris. Et hop, il sera là pour le 18 mars. Alors, je vais peut-être vous montrer rapidement. Alors, Auguste Blanqui au château du Taureau. Donc ça, je suis allée au château du Taureau, ça c'est la vraie geôle de Blanqui. Il est en baie de Morlaix, dans la baie de Morlaix, le château du Taureau. Voilà, ça c'est ce que Blanqui voyait de sa fenêtre. La geôle de Blanqui, elle est là en fait. Ici, là. Et puis le petit cabanon là que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà où il était emprisonné. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez bluffant quand même. Ouais. Voilà. Et hop. Je crois qu'on est bien dans la du coup, voilà. Donc on en est là. Donc on peut lire l'éternité par les astres. Là il y a des textes, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous montrer. Puis là, bon, c'est pas encore terminé en fait. On va voir. Donc, on en était là. On arrive donc dans l'endroit qui va être l'atelier de Napoléon. Et là, on a à nouveau deux portes. La première porte, c'est le cinéma. C'est vraiment le cinéma du café Théodore. Et donc, on va voir un certain nombre de films. On peut regarder un petit bout de film. Il y a la commune d'Armenguera, qui a été faite en 1914. S'il veut bien. Je ne sais pas si on a le temps, on va laisser tomber. Vous irez voir quand même. Voilà, ensuite on a une deuxième porte. Et dans cet espace cinéma, est-ce qu'on pourra rajouter des choses Ah ben autant qu'on veut. Suivant l'actualité. Exactement. Les vidéos, par exemple, de Jean-Marie avec ses élèves, etc. Alors là, il faudra peut-être, parce que là, c'est sur la commune de Paris. Ah oui, non, mais Mais tout ce qui concerne directement la commune, absolument. En fait, le grand cinéma, il est fait plutôt pour les fictions et le cinéma a une place pour les documentaires. Et il y aura un menu. Et là, on pourra rajouter absolument tout ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est clair. Si, il faudra qu'on en parle avec Jean-Marie, absolument. Alors là, on a un deuxième état de la commune. La commune, jusqu'à présent, on a vu qu'elle était sur la terre, et elle est aussi sur la mer. Et donc, cette porte-là, quand on la franchit, on se retrouve ici. Et on est dans une barge, sur une sorte de barge, en fait, de haute mer. La porte par laquelle on vient de sortir est là. Donc, c'est ce qu'on voit. Et on a un personnage que nous aimons tous beaucoup. On a fait un petit hommage d'ailleurs à Thiers avec Sylvain et Caroline il n'y a pas longtemps. Donc en fait c'est cette statue-là qui va être à la place, mais à l'époque je ne savais pas du tout le faire, donc c'est resté comme ça. Voilà, et en fait il va être envoyé en Nouvelle-Calédonie à Lindou, naturellement. Je vous rappelle que c'est la dernière statue sur une place publique en France. On est allé, c'est juste à côté de chez C'est près Caroline. de chez moi, donc si jamais vous y allez, c'est à Saint-Savin. Ah, ça va. Saint-Savin. Ah oui, ah bah, je connais. C'est vraiment pas chez moi. J'allais régulièrement uriner au pied, discrètement. Donc alors il va être convoyé à Lindou et il y a plusieurs projets. En ce qui le concerne, mon favori c'est de le fondre pour fabriquer le projet de Courbet sur la colonne des peuples. On le verra plus tard. Là, quand on est ici, on voit qu'effectivement, là, on vient de quitter le café par cette porte-là, mais quand on regarde par les fenêtres, le café est devenu très petit.
Là, il va se passer quelque chose, mais je me suis pas encore décidée. Et là, on va rentrer par là et on arrive à nouveau là d'où l'on vient. Et puis là, on a l'atelier de Napoléon, donc avec son fameux mémoire des chaussures françaises en gutta-percha, qui est le mémoire, donc le brevet en fait qu'il avait déposé, qu'on pourra consulter. Puis là, on a des chaussures de l'époque de la Commune qui mènent vers n'importe où. C'est-à-dire qu'on y va, mais on ne sait pas où on va tomber. Là, on va tomber dans la salle du trône. Là, on va tomber sur le clavier d'outre-rêve de Louise Michel, etc. Voilà. Bon, et puis on va passer du coup au premier étage. Donc pour aller au premier étage, on prend l'escalier et on arrive. Alors, j'ai oublié de vous donner un petit truc, c'est que quand on arrive en bas dans le café, l'obstruction majeure, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les murs se lézardent, se fissurent et tombent en ruine. Donc c'est à nouveau, il va falloir trouver l'indice qui va permettre d'endiguer le phénomène. Voilà, et là quand on arrive ici, donc on arrive au premier étage et on arrive dans la bibliothèque. Là il n'y est pas encore, mais en fait il y aura un grand vélum au plafond de la bibliothèque et il va se mettre à pleuvoir sur la bibliothèque doucement, puis de plus en plus fort, puis vraiment une agalio. Et puis il va falloir à nouveau trouver comment faire pour pas que la bibliothèque soit complètement ruinée. Et donc quand on sera dans la bibliothèque, donc on cliquera sur un livre, et alors donc il y aura un certain nombre de choses à lire. Ce sera sous forme de PDF, d'extrait. J'ai pas du tout encore travaillé là-dessus. Christiane, Ouais. quand le café se met en ruine ou quand il y a l'inondation, on est guidé un peu pour nous dire ce Il y a qu'il des faut faire. indices. Il y a des indices. On n'est pas libre à nous-mêmes. Non, normalement non. Il y a des indices. Mais je m'en suis juste pas occupé encore. Oui, non, c'est juste. J'ai pas eu le temps du tout. C'est Donc, comme pour moi, tu dis qu'il faut cliquer sur un livre. C'est indiqué aussi, parce qu'on peut cliquer Là, sur c'est d'autres pas près livres du aussi. tout. C'est pas près du tout là. D'accord, mais Non. on pourra. Voilà, c'est vrai que en c'est fait, pas- il y aura des livres dans la bibliothèque et quand on ira avec le curseur donc, sur un livre, on n'aura qu'à cliquer et on l'aura, on sera en train de le lire. D'accord. Voilà. À part qu'il y aura évidemment des petites surprises parce qu'il y a des livres qui vont venir directement dans vos mains, d'autres qui vont ricocher, d'autres vous allez vous prendre dans la figure, je ne sais pas très bien, je vais faire un truc avec les livres. Il ne faut pas que ça soit trop facile. Mais c'est pas prêt encore du tout ça. Donc voilà, la bibliothèque, et là on arrive dans la bibliothèque, donc dans la catégorie des projets. Donc là on est dans les projets non réalisés. Donc vous avez vu, c'est là, ce grand meuble-là, là il y a marqué le projet non réalisé, le projet extrapolé. Donc voilà, donc la colonne des peuples, donc ça c'est tous les projets non réalisés. Je vais vous les faire défiler. On a parlé de Kropotkin. On a donc Hector Oro et son hôtel de ville en verre. On a Élysée Repuy et le bloc terrestre sur la colline de Chaillot, qui n'a jamais été fabriqué. Mais du coup, c'est cette architecture que j'ai prise pour fabriquer la une, le bâtiment qui est tout en haut. Là, c'est un projet d'un anonyme qui avait projeté de faire un monument à la gloire, à la mémoire des fédérés. J'ai trouvé aussi que ça, c'était bien le texte sur l'amnistie plénière des communards, parce qu'il n'y a jamais eu d'amnistie plénière des communards. Jamais. Et donc, quand on va là-dessus, vous verrez, il y a tout le récit historique des différentes étapes, etc. Et puis là, le citoyen Legrand qui voulait faire un projet de tableau, puisque les Anglais ont accueilli pas mal de fédérés après la semaine sanglante, donc il voulait les remercier, mais on va aller voir Gustave Courbet. Voilà, le projet de Gustave Courbet. Et en fait, donc ça c'est Natacha qui a fait le dessin, et c'est extrêmement, fidèle au texte de Courbet qui écrivait dans Lettres à l'armée allemande et aux artistes allemands, donc à l'époque en 70. Tenez, laissez-nous vos canons Krupp, nous les fonderons avec les nôtres ensemble. Le dernier canon gueule en l'air, coiffé du bonnet phrygien, planté sur un piédestal, acculé sur 3 boulets. Et ce monument colossal que nous érigerons ensemble sur la place Vendôme sera notre colonne, à vous et à nous, la colonne des peuples, la colonne de l'Allemagne et de la France à jamais fédérée. Donc, évidemment, par voie de conséquence, on imagine bien que la statue de Thiers
va être fondu à l'île, non. Pour fabriquer ça, va être rapatrié place Vendôme, et qu'au bout d'un moment, on va pouvoir l'ériger en plein milieu à la place de la colonne. Voilà, des choses comme ça qui suivent. Bim, 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 et voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, vous allez quand même. Donc ensuite, on a les projets extrapolés. Alors là, il y a le projet que je préfère. Alors c'est bête, on n'a pas de truc pour le son. Ça va sortir de là, je vais le mettre à fond. Donc Louise Michel avait fait un rêve. Elle avait rêvé qu'elle s'endormait dans un rêve charmant et qu'elle se trouvait à un moment devant un instrument. Elle était pianiste, hein. C'était une bonne pianiste, Louise Michel. Elle avait un piano d'ailleurs chez elle. Dont le clavier s'en allait si loin en montant et si loin en descendant qu'il devait compter bien des sons inappréciables à l'oreille humaine. Lorsque je posais les mains sur ce clavier, il s'en échappa un soupir harmonieux et doux, comme si une âme en sortait et les voûtes vibrèrent. Mon esprit s'unit à l'esprit qui chantait dans l'instrument. Cet orgue prodigieux avait des demi-tons au lieu de tons et des quarts de ton pour demi-tons. De petits archets adaptés à chaque note étaient mis en mouvement lorsqu'on posait les doigts sur les touches. La corde gémissait comme c'est d'un violon, et tout cela était emporté dans de prodigieux tuyaux. Donc voilà. Et du coup, Natacha a fait ce dessin. Donc cet or devait être fabriqué en 3D. Je ne sais pas trop à quoi il va ressembler, mais ça peut être un peu dérange. Et notre ami Sylvain nous a fait la musique, qui est magnifique. À la fin de son récit, Louise, elle dit que son chat vient la réveiller. C'est pareil, surtout qu'il en a 7. C'est déposé à la SACEM. Ah non, mais c'est protégé quand même. Il faut Je suis protéger. contre la SACEM, je suis désolée. Hein. Jamais je dépose dans le truc de la SACEM. Non, mais c'est très facile à protéger. On n'a pas besoin de la SACEM. Du tout, du tout. Ouais, ouais. Donc là, il y a différents projets extrapolés. Donc on verra tout à l'heure le jeu de loi de pas rigoler. Vous irez voir par vous-même. Là, le recyclage des statutières, etc. Voilà. Ah non, attendez, je me suis trompée de truc. Voilà, on en est là. Donc là, je ne vais pas y aller puisque ça va devenir trop. Il y a les principales mesures de la Commune de Paris qui sont toutes là, voilà, qui sont répertoriées. Là, on a les décrets arrêtés. Ah merde, je ne vais même pas lire. Les ordres et les proclamations de la commune, tout lié, absolument tout, à partir du journal officiel. Les Et là, 370 de Les 370 les 370 quoi C'est le texte. Absolument, il y a absolument tout.
Très bien. J'ai tout Bravo. lu, le journal officiel est 2600 pages. J'ai mis tous les décrets, absolument tout. Et puis là, on a un autre truc qui est le... Attendez. C'est la partie non officielle du journal officiel, parce que dans le journal officiel de la commune de Paris, donc il y avait les arrêtés, les décrets, etc. Mais il y avait aussi les faits divers, il y avait aussi toutes sortes de textes de toute nature, dont mon favori est la vente de Madame Sapeta, que je vous recommande, qui est complètement délirant. Et donc voilà, vous irez voir là, parce que voilà. Juste un point par rapport au journal officiel, dans le livre de Jean-Louis Robert, il dit que je vous très intéressant, c'est que le journal officiel était imprimé par une entreprise privée. Ah bon? C'est pour ça que moi j'étais étonné de trouver dans ce journal officiel, vous avez vu, des pubs, des textes. Donc c'était une entreprise privée. Ah, ok, Ils n'ont j'ignorais jamais pas. récupéré, imprimé par l'imprimerie nationale. D'accord, C'est pour ça d'accord. qui est resté relativement neutre dans le conflit, mais qui surprend parce qu'on voit des pubs, des annonces, même certaines déclarations de Versailles aussi d'ailleurs. Hein. D'accord, Mais elle est restée dans une neutralité plutôt effective. d'accord. Alors, sur un des bureaux, là, il y a on peut cliquer. Donc là, c'est tous les textes théoriques qui ont été écrits depuis 6-7 ans. Là, on va pouvoir monter au-dessus. Et là, on a le musée des inventions. Donc, on a travaillé pas mal dessus avec Sylvain, évidemment. Et donc, on a 2 modules ici et là. Et en fait, il y a pas mal d'inventeurs. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant la commune, un peu avant, un peu après. Donc c'est pareil, tout ce que j'ai pu répertorier, là on a des textes aussi, vous verrez. Il y a des textes vachement intéressants, vraiment passionnants. Et en fait, là par exemple, c'est les inventions de Jules Alix. Et en fait, chaque module, vous tournez autour, il y a 2 faces. Et comme le musée n'est pas grand, que je voulais pas non plus faire un musée à rallonge, en fait, à chaque fois qu'on fait le tour, quand on arrive ici, l'inventeur a changé. Hein? Donc il y aura un petit bouton, clique et on passera à un autre inventeur. Donc pour le moment, on est là, la pétrolette d'Augustin Avrial, sa machine à coudre, le corse-les-gorges d'Émilie Cadol, etc. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Voilà, et là on va monter au-dessus et on arrive dans le grenier. Alors, quand on arrive dans le grenier, on arrive par ici. Et en fait, il y a des spectres qui sont accrochés après un fil à linge. Les spectres sont des gravures de l'époque, donc ils n'ont pas d'épaisseur. Ça m'intéresse beaucoup, comme on est en 3D, j'aime bien travailler en fait avec des images comme par exemple Napoléon, Courbet. Il y a certains personnages, ils n'ont pas d'épaisseur, ce sont que des façades. Parce qu'on est dans l'histoire, il y a ce rapport-là à l'histoire. Donc qui commence dès notre arrivée à s'échapper doucement. Voilà, ça c'est l'obstruction. Qui commence à grandir, qui commence à prendre un peu de place, qui commence à vous repousser au fond du grenier, un brouillard qui se lève, etc. Et c'est pareil, il va falloir trouver l'indice qui va permettre de les dégoupiller. Et en fait, ça j'ai trouvé l'indice pour les dégoupiller, c'est simplement de les prendre un par un, de les ramener sur leur fil et puis de remettre la passe à linge. Ça, c'est plus très facile. Voilà, et puis là on a effectivement, donc tout ça c'est les caricatures d'époque. Et dans les vitrines, on a des entrées sur les projets extrapolés qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des. Voilà. Par exemple, un de mes favoris est d'une simplicité absolue, mais j'aime beaucoup. C'est une gravure alors qui est antérieure à la commune, et tant pis. C'est Thiers qui tente de terrasser l'hydre du socialisme. Donc on va faire une animation où il ne réussira qu'à se blesser bêtement. Voilà. Des choses des fois très simples comme ça. Et les choses plus compliquées, là c'est la rencontre de Napoléon avec Marx devant le château Gaillard et ils discutent de certaines choses. Là par exemple, on va aller dans le jeu de massacre. Alors le jeu de massacre continue. Alors ça c'est à propos des lois d'amnistie, donc qu'on peut consulter ici. La réhabilitation des victimes de la répression, donc c'est la loi de 2016 de l'Assemblée nationale, voilà, etc. Et donc je note que lors d'une réception à Versailles pour Poutine en 2018, il fut demandé sur France 3 à Emmanuel Macron
pourquoi il avait choisi ce lieu qui semblait quelque peu monarchique. La réponse fut Versailles, c'est là où la République s'était retranchée quand elle était menacée. Ça laisse réfléchir. Hein. Parce qu'il y a une réhabilitation de la commune par l'Assemblée nationale en 2016. Et lui, voilà ce qu'il déclare. C'est absolument honteux. C'est absolument honteux. C'est, enfin, moi j'en reviens pas, quoi. Bref, voilà, bon, vous verrez, il y a plusieurs trucs. Donc voilà les 3 portes. On ne va pas passer par les 3 portes parce que trop de choses, vous découvrirez vous-même. On va entrer dans le musée de la photographie. Alors l'autre fois, je suis allée à Dieppe pour aller voir mon fils en Angleterre. Je prends la première rue et je tombe sur la maison de Braqueuet. Oh, formidable, j'étais enchantée. J'ai fait plein de photos. Donc voilà, Braqueuet, Disdéry. Bon, Braqueuet, communard d'un côté, Disdéry, très versaillais de l'autre. Et en fait, la démonstration de leur position, elle est très intéressante parce qu'elle se passe totalement de mots. Et par contre, elle ne se passe pas d'image, naturellement. Donc voilà, on a Braqueuet. Donc il a photographié les fédérés, les barricades, la chute de la colonne Vendôme, etc. Disdéry, c'était un tout autre genre. Donc il avait photographié Charles de Bourbon-Naples, la reine Victoria, Rothschild, aussi le caniche de l'impératrice Eugénie. Et puis quand il montre les fédérés, Disdéry, il est dénude. Vous vous rendez compte? Il est dénude. Il y a Braqueuet, il a photographié des fédérés décédés. Mais il les mettait pas tout nus. Vous vous rendez compte du truc? C'est un animal, ce mec. Ils sont datés, là Ah ben tout est daté, mais là j'ai pas eu le temps. Non, c'est parce qu'il y a toujours ce problème Oui. des tombes Bah, qui sont... c'est pas des fédérés. Qui sont en 1870 et Ouais. qu'on a longtemps attribué Oui. en 1871, notamment Jacques Rougerie, etc. Ouais. D'accord. C'est des combats antérieurs, en fait. Ah ben, À droite, c'est un montage à droite. Hein. la Oui. photo. Celui de droite, c'est un montage. Hein. Ah non. Ah si. Ah bon? Ah oui, oui, oui. C'est Alors, faut lui donner des infos là-dessus. Il le replace dans la seconde sanglante, mais c'était des fédérés qui ont été tués avant. Oui. Oui, Et quand il est remis pour la. C'est pas vrai. voilà. C'est- Mais c'est super intéressant. Tu as des éléments à m'envoyer Ah ouais, là-dessus? Ah ben génial. Ah ben, Oui, j'ai fait, Ah, tu vois, parce que moi d'ailleurs, partout j'ai vu que c'était des faits Non, dans les justement, classes ouais, on d'exemple. croit. j'ai d'ailleurs fait changer Bernard Capot dans sa BD. Il y a une petite annotation au moment où il y a justement les cadavres. Je lui ai fait changer sa légende parce que effectivement c'était des photos de 70. Oui, ou des sorties du Bourget ou de Buzenval. D'accord, c'est super Ouais, intéressant. ça peut être des Ok. sorties antérieures. Oui. D'accord. Ouais. Donc là, quand on va cliquer sur les petits liens, là, donc on va aller sur l'histoire de Braqueuet et Disdéry, naturellement. Et puis là, on va passer après cette salle Braqueuet et Disdéry, il y a la salle Ernest Appert. Donc là, elle est encore en chantier, là, pour le moment. Il est à Châteauroux. Alors, il est né à Châteauroux, Appert, ouais. Ah. Et grosso modo, Appert, il avait eu le crédit de la préfecture de police de la ville de Paris pour aller photographier tous les gens qui étaient internés au chantier de Versailles. Donc il a fait énormément de photos, des photos souvent très connues. Là on voit Louise Michel, on voit Blanqui, etc. Et alors, donc, il y avait 2 choses extrêmement importantes au niveau de la photographie. La première chose, c'est qu'il a fait ses portraits dans un premier temps pour faire des cartes de différents formats. Il y avait 3 formats qu'il vendait très bien. Il a fait vraiment du fric avec ça. Qu'il vendait soit aux Versaillais, soit aux communards. Et la deuxième chose, c'est que ces portraits-là, il les a réutilisés pour faire des photomontages. En fait, c'est Appert qui a inventé le photomontage. C'est le premier qui en a fait. Et il l'a fait dans une perspective complètement versaillaise. C'était dans une série qui s'appelle Les Crimes de la Commune. Voilà. Et donc là, il y a toute une salle sur lui. Enfin, il y aura toute une salle sur lui. Ce n'est pas terminé. Et là, on a certains des extraits de des photomontages, le massacre des... Alors attendez, voilà, on va quand même y aller un petit peu par là. Donc ça, c'est tout un texte, donc présentation de qui était le fameux Appert.
Il y a des textes qui parlent du fait qu'il était le précurseur de Bertillon, du coup, à cause du portrait policier, si vous voulez. Et puis là, on a des extraits de... Voilà, alors par exemple, cette photo-là qui est très connue, on voit, alors où est-ce qu'elle est? À droite. Là, non, Non, la bouteille de vin. voilà. C'est ça. Elle, j'ai oublié son nom, mais il lui a mis une bouteille de vin Ouais, pour ouais. montrer à quel point les femmes étaient complètement Ouais. dégénérées, mesurées, des alcooliques, etc. Donc il a fait des choses comme ça. Et tous les portraits qui sont là sont des portraits qu'il a fait à l'intérieur de la prison de Versailles. Et à la suite de ça, il a demandé à des acteurs, des figurants plutôt, effectivement, de poser. Et après, il a mis les têtes dessus. Hein. Donc là, voilà. Bref. On a tous ces photomontages ici. Bon, qui ne sont pas toujours très crédibles, évidemment. Voilà, mais enfin, ça, faudra les visiter. Kim, alors on était là. Et là, on va rentrer dans la salle du jeu de Paris brûlé. Donc, avec Natacha, donc, mon amie, on a inventé un jeu de loi à partir d'un jeu de loi qui était assez connu à l'époque, qui s'appelait, mince, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave. Donc, on a pris deux personnages qui sont Eulalie Papavoine et Thomas Cook. Thomas Cook, c'est... Donc là, on est... Le jeu de loi, c'est un double plateau qui est là, qui ressemble à l'escargot. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais bon, bref, c'est en référence à Nice. Et donc, on est à l'époque de Paris brûlé, donc dans les ruines de Paris, et Thomas Cook commence à organiser les visites touristiques de Paris brûlé pour les Anglais. Et puis, par contre, donc, on descend le temps. Par contre, à l'inverse, Eulalie Papavoine remonte le temps de son expérience, de son vécu de femme de la Commune. Et donc, voilà, on a deux. Alors, il faut savoir qu'Eulalie Papavoine avait été accusée d'être une pétroleuse. Il a été noté même par Maxime Ducamp, qui est quand même fort, que les pétroleuses n'ont jamais existé, que c'était une vaste connerie. Enfin, bref. Et Eulalie, elle avait été accusée, elle était ambulancière. Ils avaient réquisitionné un pavillon, je ne me rappelle plus dans quel coin de Paris, au nord-ouest, je crois. Enfin bref, on s'en fiche aussi. Et elle avait donc récupéré du linge pour soigner les blessés. Et Eulalie a été envoyée en Nouvelle-Calédonie sur l'accusation suivante. Elle a volé 3 mouchoirs blancs. Point. Pour voir son procès, c'est très intéressant. Je crois que c'est pas plutôt Cayenne. Parce Ah que, non, elle était... Ah non. parce que toutes les pétroleuses ont été envoyées à Cayenne. Ah, moi, j'ai pas vu ça, Jean. On vérifiera. Avec Moi, j'ai pas vu ça. Elisabeth Rétif, tout ça, il y avait 5 pétroleuses. Il y en a 7. Ouais, j'ai pas vu ça. Moi, je crois qu'elle est partie en Nouvelle-Calédonie. Je me rappelle plus dans quelle île. Mais on vérifiera. Ouais, c'est Apparemment, elle a été internée assez rapidement parce que sa santé s'est détériorée. Aussi. Ouais. Mais je sais plus. Mm. D'accord. Et sans les accents, tu as une ambiguïté sur Paris brûlé et Paris brûle. Ah oui, c'est vrai. Mais l'accent, il est tout petit, là, il est... Aïe, d'accord. Oui. Ah, ici, oui. Là, Mais pas dans le effectivement, titre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là on a le jeu de Paris brûlé, oh, on ne va pas y aller, on n'a pas le temps. Donc on aura ensuite une salle Eulalie Papavoine qui va raconter son histoire. On va avoir une salle Thomas Cook aussi qui se trouve au fond là-bas. Et à la suite de ça, on va avoir la salle des pétroleuses. Donc plein d'images, plein de textes qui sont des textes contemporains ou des textes par exemple suite Flaubert et particulièrement virulent, je ne sais plus où j'ai mis le texte de Flaubert. Non, ben, je ne le retrouve plus, je suis désolée. Non, c'est dans le Flaubert. C'est dans la salle de la Papavoine. Voilà. Flaubert, dans sa correspondance, écrit « J'ai été réjoui ce matin par l'histoire de mademoiselle Papavoine qui a subi au milieu des barricades les hommages de 18 citoyens en un seul jour. Cela est raide. » Le grand Flaubert. Cordillo dit « Elle fut condamnée le 4 septembre 1971 à la déportation dans une enceinte fortifiée en Guyane et à la dégradation civique, mais incarcérée à Satori,
et il fut transféré et elle n'a jamais été transportée puisqu'elle est très vite tombée malade. Ah ben faudrait que je vais... Tu l'as dans le... C'est dans le poids que tu as trouvé. Le Cordillon. Sylvie Pépineau de Paris, elle fait un... D'accord. Je l'avais contacté pour ça, elle a fait une recherche des 7 femmes qui ont été envoyées à Cayenne où il y a eu Yann et Olivier Pavois était condamné, mais il n'est pas parti. Elle était 7. Alors on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on se parle toujours de la Nouvelle-Calédonie. On ne parle jamais très bien. de ces femmes Autant sont pour moi. parties et qui sont mortes sur, deux sont mortes sur place. Là, dans la salle, on a un escalier qui va encore en dessous. Et là, on est dans la photographie des ruines. Donc, comme je vous disais, après la semaine sanglante, il y a beaucoup de photographes qui ont photographié les ruines et qui ont fabriqué de manière commerciale des livrets qui permettaient en fait aux visiteurs, parce qu'il y avait beaucoup d'afflux de touristes français qui venaient visiter les ruines de la commune et beaucoup d'afflux de visiteurs étrangers, surtout des Anglais. Et donc, ils ont fabriqué des livrets qu'on va voir là. Donc là, c'est un endroit en fait qui reprend un certain nombre de photographies qu'on va pouvoir voir. Il y a des textes naturellement là-dessus, en particulier les deux grands textes là de Fournier. Et puis là, on a effectivement les livrets qui sont vendus aux touristes et qui proposent des itinéraires de visite accompagnés ou non de photographies. Et là, par exemple, on va dans Paris illustré. Et là, en fait, on tombe sur Gallica et on peut le télécharger. Parce qu'ils ont été numérisés par Gallica. Voilà. Et puis bon, ben voilà, ça c'est les photos. Maintenant, on est où? On est là. Donc, on va... Donc, vous irez voir les vitrines parce qu'il y a encore plein d'entrées. Mais on va entrer par cette petite porte de souris. Et derrière cette petite porte de souris, il y a la salle du trône de Monsieur Thiers. Alors, l'idée vient de Caroline et Sylvain, qui, parce que j'étais en train d'imaginer, je voulais une salle du trône de Monsieur Thiers. Je voulais qu'il y ait des choses qui se passent. Et ils ont eu l'idée, en fait, de partir du Magicien d'Oz. Je ne sais pas si vous avez lu le Magicien d'Oz, mais il y a un moment totalement épique et très intéressant, où les 4 protagonistes qui sont Dorothée, l'homme de fer, le lion et l'épouvantail vont voir le Magicien d'Oz pour lui demander de rentrer chez... Non, Dorothée demande de rentrer chez elle, le lion demande du courage, l'épouvantail demande de l'intelligence, enfin bref, ils demandent chacun un truc, et ils paraissent devant le Magicien d'Oz, et il y a donc qui est vraiment omnipotent, super puissant, c'est vraiment tout le monde, il faut la trouille à tout le monde, etc. Et à un moment, Dorothée a un petit chien. Et le petit chien, à un moment, va soulever un rideau. Et on va voir que derrière ce rideau, il y a un tout petit bonhomme ridicule qui est monté sur un espèce de podium devant une machine à effets spéciaux qui va effectivement produire des effets de feu, de boules de feu, d'éclairs, avec une voix, c'est du crâne, etc. Et en fait, c'est un tout petit bonhomme ridicule qui va finir par avouer qu'il est le Magicien d'Oz depuis des années, qu'il n'a absolument aucun pouvoir, et que c'est un manipulateur et un bluffeur conséquent. Donc, quand on arrive dans la salle du trône, c'est exactement l'idée. Donc là, la figure qu'on voit, c'est la grosse tête qui est dans le Magicien d'Oz. Donc, il y a un certain nombre de personnages comme ça. Donc, on arrive dans cette salle et on a 5 communards qui vont demander des choses au Magicien d'Oz. Le premier va demander la séparation d'Église et d'État, le deuxième la démocratie, le droit au travail, l'égalité des salaires, la République sociale. Et le Magicien d'Oz donc a des costumes. Là à chaque fois c'est soit des photographies, soit des caricatures de Thiers, qui va être habillé en évêque, en Napoléon Ier, en capitaliste, en banquier, en orléaniste. Et à chaque fois qu'il y a une question d'un ou d'une communarde, il va apparaître avec des éclairs, des boules de feu, une voix sépulcrale, et à chaque fois, il va s'en aller avec un grand rire sonore. Enfin, voilà. Pour le moment, on en est là. Ça va sûrement... après, Sylvain a d'autres idées, mais pour le moment, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, à côté de cette salle, au fond, on a des paravents. On va voir ici, là, on a un paravent là, un paravent là. Et derrière ces paravents, celui de droite,
il y a la salle, donc ça c'est le portrait de Chassériau, par Chassériau de Thiers, avec un merveilleux fauteuil. Et donc là, on est dans l'univers de Thiers, à partir de ce moment-là. Et donc, Thiers a un fauteuil dans lequel il admire coutumièrement son propre portrait, qui va de temps en temps changer de pose, pour prendre des poses assez avantageuses, naturellement. Et voilà, donc derrière, on a, en fait, c'est assez labyrinthique encore cette partie. On a un couloir qui va nous mener, donc ça, c'est des imagements, c'est moins complet. Il y a un petit boudoir où on va arriver, avec, donc c'est le boudoir de Thiers. Et à partir de ce boudoir, il va y avoir encore un escalier qui descend, là, on n'a pas eu le temps de le faire, et on va arriver à la salle des commandes. On en a parlé tout à l'heure de la salle des commandes. Donc la salle des commandes, ça va être un truc gigantesque, complètement délirant, qui va permettre de manipuler, donc qui permet à Thiers, dans le site, de manipuler là, toutes les obstructions, qui va permettre de manipuler, je vous avais parlé aussi je vous avais parlé de la barricade à faire vous-même dans les Norseca. Donc là, on va pouvoir effectivement dégoupiller. Et tous les phénomènes délétères, d'une manière ou d'une autre, qui se passent dans le site sont pilotés d'ici. Donc là, on va pouvoir simplement... il va falloir trouver comment le faire, naturellement, parce que ça ne doit pas être forcément simple. Voilà, et on est là dans la future salle des commandes. Et là, on a presque tout vu. On n'a pas tout vu, mais on va juste aller vite fait dans la une. Donc, quand on arrive là, en fait, on remonte un nouvel escalier. Et on va arriver très haut dans le ciel, un peu à la Murakami, pour ceux qui connaissent. Pas Murakami, Miyazaki, désolé. En fait, cette une, elle a été fabriquée à partir du projet d'Élysée Reclus pour la colline Chaillot. C'est la même forme, en fait. Et en fait, ça va être le départ de la croisière sur la dérive des continents de la commune. Donc, quand il y a un vaisseau qu'on a fabriqué qui va nous permettre, on verra des îles qui dérivent. Et ces îles qui dérivent, en fait, sont les continents de la commune de Paris. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le Père-Lachaise, l'Hôtel de Ville, mais on a aussi la ville de Londres qui a accueilli des fédérés après la semaine sanglante, la ville de Carouge en Suisse. Donc il va y avoir des continents et avec ce vaisseau-là, on va pouvoir effectivement visiter ces différents, mais là c'est un peu quand je serai grand. Pour le moment, j'ai pas le temps. C'est un peu le dame aussi. Donc voilà, alors ça c'est une chambre à transformation. Ce sont les chambres à transformation de Napoléon Gaillard. Donc ça c'est la chambre du luxe communal. Donc comme son nom l'indique, elle est assez luxueuse, assez cosy. On va retrouver des tapisseries de William Morris, un tableau de Courbet, etc. Voilà. Et puis on a une télécommande qui va nous permettre, à chaque fois qu'on appuie dessus, de faire en sorte qu'on ne va pas changer d'espace. C'est simplement la cabine qui va se mettre à tourner sur elle-même pour changer d'aspect. Ce qu'on va voir après, puisque là on va arriver dans la chambre des projets non réalisés. C'est exactement le même espace, mais modifié. Et puis là, on a un petit livre qui est l'essai sur la notion de luxe communal, qui est un essai sur lequel je travaille, je crois, depuis au moins 5 ans, et que je n'ai pas encore terminé. Donc voilà, une espèce de somme de tout ce qu'on sait, de tout ce qui a été écrit sur et surtout de la genèse du concept de luxe communal. Donc là, on arrive effectivement dans les projets non réalisés. Alors là, par exemple, on clique là-dessus, on va tomber sur quelque chose. Là, on tombe, par exemple, sur le projet d'Élysée Reclus, qui est un très beau projet, qui a été conçu pour l'exposition universelle de 1900. C'est un globe terrestre de 150 mètres de diamètre, au sommet de la colline Chaillot, face à la tour Eiffel. On peut remonter un petit peu là-bas, cette image. Il y a une sorte de tableau, juste à l'étape précédente. Ah, d'accord. Ça, Alors, juste au-dessus de ces images-là. Voilà, là, Ça. parce que c'est une carte de géographie oui, de l'Europe qu'on y voit. ouais. Et sauf que cette image est
je sais plus où je l'ai prise. Parce qu'il j'ai trop d'archives, là, je sais plus du tout où sont les choses maintenant. Elle est magnifique, hein. Oui, C'est une merveille, cette de loin, carte. j'avais vu, je croyais que c'était un tableau. Non, non, c'est une carte d'Europe Ah, animalière de l'époque. marrant. Mais je sais plus où je l'ai pris, je sais plus en Il y a quel un musée. éléphant, là. C'est l'ours soviétique. Ah, c'est l'ours. Oui. C'est l'ours. L'ours soviétique, ouais. C'est russe à l'époque, oui. Ouais. Ouais. C'est peut-être de l'époque napoléonienne, ça. Enfin, Je sais pas. En tout cas, ouais, c'est grosso modo, c'est pas forcément 1870. ouais. Donc voilà, ensuite on a la chambre des uchronies, qui n'est pas du tout avancée parce qu'il faut trouver des auteurs. Et donc les uchronies, c'est grosso modo l'histoire des scies. T'as mis Si la truite l'Empire aussi. avait été présent pendant la Commune, si la Commune avait récupéré l'argent de la Banque de France, si Jules Ducatel n'avait pas trahi la Commune et laissé entrer les armées versaillaises, si par exemple Jules Ducatel n'avait pas eu le mouchoir blanc, qu'il avait perdu, et si les provinces s'étaient ralliées à la Commune, donc en fait l'idée c'est de demander à des auteurs, à des historiens d'écrire l'histoire de la Commune avec des scies. Un peu comme on l'a fait avec l'évasion de... Voilà. Par exemple, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui écrit l'histoire de la Commune avec Blanqui, puisqu'on vient de le faire évader. On verra. Et puis à la Chambre des utopies réelles, donc ça se paraît, c'est pas du tout avancé. Les utopies réelles, donc c'est voilà, tous les lieux, toutes les communautés qui ont repris comme valeur les valeurs de la commune. Ça, je travaille avec Jean là-dessus. Et puis voilà, ensuite on a la chambre de l'ennemi, on a quasiment arrivé à la fin. La chambre de l'ennemi, donc c'est tout ce qui va concerner le concept même d'ennemi, particulièrement le fait qu'en réalité on voit à travers des auteurs, des historiens, des philosophes qui ont travaillé sur la notion d'ennemi, que en particulier les utilisateurs, comment je préfère formuler ça, on utilise beaucoup l'animal en fait. La figure de l'animal, c'est le premier état de l'accusation de quelqu'un en tant qu'ennemi. C'est un animal. Et c'est vrai que quand on lit le bouquin de Litsky sur les grands écrivains de la commune, et les descriptions, alors c'est absolument prodigieusement animalier, quoi. C'est même un peu plus dégueulasse que ça pour tout dire. Donc il va y avoir un certain nombre de textes, donc ça c'est un panoptique. Et donc chaque porte, donc il y aura alors, cette chambre aborde l'ennemi par plusieurs fronts sur 3 niveaux. Les dimensions de la représentation, texte et image, et de la coercition matérielle. Donc représentation via la caricature et le portrait-charge. Donc les bestiaires textuels, évidemment surtout les skis. Mais aussi les textes de Lewandowski, etc., etc. Des essais sur la notion d'ennemi, donc 3 que je trouve formidables, qui sont de Umberto Eco, Patrick Schmoll et Pierre Conessa. Puis après la notion de coercition physique, donc c'est les conditions de détention dans les prisons de Mazas, du chantier de Versailles, des bateaux pontons, des navires affectés au transport vers la Nouvelle-Calédonie, etc. Et là, c'est pas du tout avancé pour le moment. Et puis, on va arriver vers les astra et les monstra. Alors là, c'est l'apocalypse. C'est pas sûr que c'est l'apocalypse en même temps. L'idée, c'est qu'il y a un théoricien d'art que j'aime beaucoup qui s'appelle Abby Warburg, qui était schizophrène et qui était un très 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 grand théoricien d'art. Il était autrichien, juif, et il a eu évidemment des soucis entre le fait qu'il était juif et schizophrène. Et ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'en fait, il a utilisé sciemment sa schizophrénie pour faire avancer ses concepts esthétiques. Et en particulier, il a utilisé la notion d'astra et la notion de monstra. La notion d'astra, c'est grosso modo, c'est les concepts en général, c'est les choses positives, celles qui sont censées nous faire avancer et nous tirer vers l'avant. Et les monstra, c'est les monstres, c'est tous les... Alors ça peut être aussi des monstres réels, mais c'est surtout en esthétique et dans le domaine de l'histoire de l'art, il y a beaucoup de monstres, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur la question même physique du monstre, mais il y a aussi toutes les monstruosités conceptuelles. Et donc voilà, et l'idée, c'était de partir de cette... Alors, c'est pas abouti du tout mon affaire, mais c'est là que j'essaie d'aller, mais il faut que j'assoie un truc, c'est pas très clair. Ce que je voudrais, c'est qu'à la fin,
à la fois de la Lune. La Lune, c'est une vision panoramique sur tout l'espace de la commune. Et vous vous rappelez qu'en bas, tout en bas, les souterrains, quand Blanqui se sauve, donc on est sur la mer, et il y a aussi évidemment Dieu le ciel. Et donc j'aimerais que ces deux espaces en fait se mettent à communiquer, et on le verrait en même temps des deux espaces, potentiellement, je travaille la question, c'est que en fait, il y a d'un côté, pour aller vite, je charge la mule, mais grosso modo, d'un côté, il y a tous les concepts des communards qui ont tenté de faire évoluer les choses socialement, politiquement, culturellement, évidemment vers un mieux-être, et puis de l'autre côté, les voisins en face, évidemment. Et il y aurait une sorte de bataille céleste. Et je pense toujours à Blanqui, là. Je pense toujours à Blanqui. Il y aurait une sorte de bataille céleste. Et je ne sais pas encore à quoi ressembleraient les astras. Peut-être plutôt à des étoiles, je ne sais pas encore. Et les monstres, à quoi ils ressembleraient. Mais à la fin de cette bataille, ils fusionnent en une constellation. Et ces constellations permettraient de relancer le truc vers le texte de Blanqui. C'est pas clair du tout, très franchement, je n'ai pas du tout avancé. L'idée me plaît, mais j'arrive pas à mettre des images dessus encore. Donc voilà, c'est à travailler. Et puis voilà, puis pas plus. Bravo pour ce très beau travail, très bon travail qui va toucher, j'espère, le grand public. Je voudrais juste te demander une ou deux choses. D'abord, la notion de luxe communal. Il me semble, je n'en suis pas sûre à 100%, je n'ai pas révisé, mais il me semble que c'est Eugène Pottier qui a inventé ce concept. Et il me semblerait nécessaire d'y faire allusion. C'est fait, mais je ne vous en ai pas parlé. D'accord. Il est là, en fait, il y a un texte, comme je vous disais, il y a un texte sur le luxe communal qui fait toute la genèse du concept. Oui. Et là, tout est super détaillé. Le problème, c'est que Pottier, il a décrété le luxe communal lors de cette fameuse réunion de la Fédération des artistes qu'il n'a jamais développé. Oui. Jamais. Et les seules choses, à mon avis, qu'on peut savoir à partir du luxe communal, c'est le fait qu'il était fourriériste. Oui. Et que Fourier avait développé la notion de luxisme. Donc j'essaie de faire remonter une sorte de genèse d'archéologie du concept. Après, il y a Christine Ross qu'on a très très bien parlé. Et après, pour moi, l'héritage après de Pottier, c'est justement William Morris. William Morris, il a énormément travaillé sans citer le luxe communal. Alors, oui, je voulais dire, en réponse à ce que tu viens de dire, c'est que Eugène Pottier a été ulcéré que la Réunion élise Courbet plutôt que lui. Ben oui. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas insisté, mais Courbet a été très populaire dans le milieu des artistes, bien évidemment, alors que Eugène Pottier était plutôt un créateur artisanal, enfin industriel. Le luxe communal, voilà, à part que le luxe communal mettait à bas la distinction entre les deux. Voilà. C'était l'idée, voilà. Bon, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être il serait bon de dire que dans l'affaire de la colonne Vendôme, à cette époque-là de la commune, Courbet et d'autres, Vallès, etc., les internationalistes, étaient dans la minorité de la commune. Et que donc la bataille avait commencé, enfin les bombardements avec les Versaillais, enfin qui détruisaient de plus en plus de choses dans le sud de Paris. Avrial a voulu, en quelque sorte, faire quelque chose qui ramène
les communards a un sentiment d'appartenance collective. D'accord. Et donc, il a accéléré cette histoire de la colonne Vendôme sans que Courbet, bien évidemment, n'y soit pour quelque chose. Non, Il n'était même pas Il n'y était même invité. pas. Voilà, exactement. Il n'était même pas 3 semaines après. invité Ouais. au stand, Non. ou à la tribune officielle. Exactement. Et on présume que peut-être il était quand même là parce que dans une photo, il me semble, de Braquelet, il y a quelqu'un qui ressemble. Ça ne ressemble pas à du tout. Courbet, J'ai été mais la voir on n'est la pas photo. sûr. C'est juste pas lui. Ça ne Voilà. ressemble pas du tout. Ouais. Donc je Ouais. crois qu'il serait bon à ce Ouais. moment-là de dire qu'il y avait quand même Absolument. une minorité et une majorité. Ouais. Est-ce que Et tu as que- des éléments là-dessus que tu pourrais m'envoyer? Ah ben, Si tu as, tu vois, il y a des articles qui sont parus mais dans lesquels le tu bulletin. n'as pas un article dans la tête que tu pourrais me suggérer? Oui, d'accord, peut-être. Oui, ben, tu me donneras tes coordonnées. Oui, absolument. Hein? Ouais, ouais, ouais. Parce que, et pour finir, j'espère que tu as prévu de faire un article dans le bulletin des Amis de la Commune. Et bien sûr, bien Non, sûr. d'accord. Bien sûr. Oui. Moi, j'avais une petite question Oui. à te poser. Moi, j'ai trouvé, bon, j'avais déjà été voir un petit peu les prémices, etc. C'est grandiose, c'est fabuleux, tout ce qu'on veut. Alors, est-ce que c'est une volonté de ta part ou quoi? Pour moi, perso, il me manque un élément, Ouais. c'est les chansons de la commune. Ah ben, alors ça y est pas du tout, alors là, on est d'accord, mais c'est prévu. D'accord. C'est absolument prévu. Parce que grosso modo, moi je pars du luxe communal bah, parce que c'est mon terrain voilà, etc. Donc je voudrais qu'il y ait des chansons. Alors le seul morceau musical pour le moment, c'est le morceau de Sylvain. Et c'est prévu, mais bon voilà, et en fait il y a tellement de trucs que j'ai... D'accord. Ouais, c'est absolument prévu ça. Et une interrogation. Ouais. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, peut-être ce sera réalisé ultérieurement. Outre tiers, on ne parle pas du tout des Versaillais. Est-ce qu'il ne serait pas Si. quand même logique Si, on parle énormément des Versaillais. Ben oui, Mais je peux pas tout vous montrer. D'accord, ok, mais Parce c'est que là, ah ben c'est pour voir pas leur prévu, c'est fait. établissement C'est aussi. fait. Il y a en fait un grand nombre de textes, tu sais, quand on est dans la une, il y a, non, c'est dans la bibliothèque, il y a un petit bureau sur lequel est marqué contexte. Et là, il y a pas mal de textes, justement, sur les Versaillais. Et en particulier, ce que j'ai développé surtout, c'est, pour le moment, c'est à partir du bouquin de Litsky. Parce que c'est d'une violence tellement consommée, quoi. Mais effectivement, oui, il y a des éléments, mais je ne vous ai pas tout Non, montré. non, mais- mais bon. Ouais, ouais. Mais ce que je voudrais, c'est les critiques. Ben, Oui, alors on voit la lune. J'ai amené quelques numéros doubles du bulletin de la commune, et notamment le numéro 78, le luxe communal, et puis il y a un article d'une certaine Eugénie, Courbet dans la commune vers la minorité, numéro 79, Courbet, deuxième partie dans la commune. Donc, tu vois, ils sont à ta disposition. Oui, on peut lui passer. Bah oui, oui, Les deux. voilà. Les deux. Et oui, Tony Mollin, est-ce que tu en parles? Non, Parce qu'il a écrit... je pourrais jamais parler de tout le monde. Non, mais il a écrit Paris Ouais, dans non. l'an 2000, il est cité justement Ouais, mais je quand peux même pas dans les parler de tout le chansons. monde, c'est- Et Rimbaud. Ben, Rimbaud, non. Oh Non, je parle pas de Rimbaud. Ben, c'est discutable, hein, Rimbaud. Hein? C'est extrêmement discutable, Rimbaud. Oui, c'est discutable. Ouais, ouais. Il est arrivé à Paris. Non, mais je te parle pas de sa participation. Je veux dire, il a quand même fait rêver. Non, mais attends, mais je vais parler de l'année de Courbet, de Rimbaud, de Baudelaire. Je peux pas, je peux pas. Non, Je peux pas. Pas Baudelaire, non. Tourne officine. Ah non, Rimbaud, il nous a quand même fait rêver. Ben, puisque tu voyages apparemment le château du Taureau, enfin, etc., il serait bon d'aller faire un tour à Charleville-Mézières. Oui, absolument. Ouais. Oui, parce que il y a un musée
même eu des salles, je me souviens plus du détail, consacrées à Rimbaud. Ouais, ouais. Et ils disent des choses très, très intéressantes. Rimbaud avait un ami de lycée, ou enfin, qui a dit des choses sur lui qu'on ne connaît pas, et qui raconte qu'il est allé à Paris, y compris enfin, en train. Il n'avait pas de billet d'ailleurs, il s'est fait arrêter, mais il est allé à Paris pendant la Commune. Et on signale à ce musée sa présence dans un arrondissement du nord de Paris où il serait rentré se faire admettre, tout était ouvert, hein, et il a vécu là, il aurait vécu là quelques jours. Non, une journée. Hein? Une journée. Ah, peut-être, oui, je cite de mémoire, hein, j'ai Oui. pas... ça s'appelle les... C'est pas les gardes rouges, mais quelque chose comme ça. Et ensuite, il s'est revenu chez lui, puis revenu à la fin de la commune. Et cette source, elle vient d'où? Eh ben, d'un ami d'enfance. C'est Très contestable. très contestable. Oui, c'est contestable. La nuit qu'il a passée à Paris, dans un établissement douteux d'ailleurs, où il y avait beaucoup d'alcooliques, beaucoup de... Bon, il est reparti, il n'était pas partisan de la commune. Hein. Là, faut voir il y a le livre de Christine Ross sur un mot, où elle évoque ces questions. J'ai un peu oublié. Par contre, La première fois, il a mieux parce que c'est des choses à Paris. Si, il était partisan de la commune. Donner les choses objectives et concrètes sur la commune, c'est les 2 poèmes qu'il a composés. Oui, ça c'est quelque chose. Il y en a composé plusieurs même. Oui. Ce qui est directement sur la commune. Les mains de Jeanne-Marie, l'orgie parisienne. Non, il avait l'esprit communard. Ouais. Il a été déçu parce qu'il a vécu à Paris. Moi, je dirais pas ça. Hein, Non, franchement. non. Oui, pendant qu'on est, je dirais pas dans la critique, parce que moi c'est pas une critique mais une remarque, cette réalisation est déjà, si je posais dire, pleine comme un œuf, mais est-ce qu'il est question des autres villes communardes? Des autres villes communardes. Narbonne, Saint-Étienne. Parce qu'il y a eu, contrairement à mon avis, à une idée qui apparaît de plus en plus fausse, c'est que c'était un phénomène exclusivement parisien. Et ça n'est pas le cas du tout. J'ai lu ton bouquin. Ouais. Non, moi je crois que ça peut rentrer Je suis d'accord avec toi. Dans les projets. Oui. Ben oui, c'est aussi une bonne idée. On les continue à la fin, puisque tu cites Londres, tu cites les lieux où sont... Je vais noter les 2. Oui. Parce que en fait, ils peuvent être, effectivement, ça peut être là, ou ça peut être simplement dans les projets, parce qu'il y a eu le projet de commune de la ville de Narbonne, il y a eu le projet de commune de, je sais pas, Bordeaux. Je sais pas. Enfin, il y a eu quand même aussi des barricades et des morts. Oui, absolument. Ouais. D'accord, je note ça, la question, c'est l'entrée, ouais. Bon, il vient de dire aussi que c'était plein comme un œuf. Tu as une sorte de vision très encyclopédique et détaillée de la commune. On pourrait penser que cet œuf accueille aussi presque tout le cordillot, quoi. C'est-à-dire les biographies des communards, etc., de l'Écluse et autres. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que j'arrive à clore un peu. C'est ça. Parce que là, où sont les limites? Moi, j'ai calculé que j'en ai encore pour 20 ans de boulot, quoi. Ouais. J'ai déjà 65. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'il y a des moments où j'ai des idées, mais c'est trop, quoi. Et alors, le nœud, le centre, c'est les projets de la commune. Ça, c'est ce qui m'aide un peu à décider du contour. Les projets de la commune, réalisés, non réalisés, leur extrapoler, c'est une absence de limite. Parce que, comme vous avez vu, ça peut partir complètement en vrille. Est-ce que tu as pensé au projet éducatif?
Ben, pas encore. Oui, 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 oui. C'est tellement vaste. Je sais pas, je pourrais pas, mais Ouais. je sais pas comment. Pour le moment, c'est ouais, comment contenir l'affaire, quoi. Ouais. Pour que c'est une sorte d'unité puis de pertinence, quoi. C'est vraiment pas évident. Non, mais c'est vraiment parce que tu cherches des critiques. Ah ben, Parce oui, que mais oui. autrement, c'est magnifique, hein, évidemment. Oui. Sacré boulot. Voilà, oui, constructive alors. Oui, Absolument. oui, Alors, c'est vrai. On est bien d'accord. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs d'avoir déjà fait ça. Courbet dans la commune, j'ai remis de Bon, je vais peut-être arrêter mon filmage. Qu'est-ce que tu dis pour Radio Versailles? Moi je pense. J'attends qu'elle ait. Ah ben, oui, ben, je le connais ce texte-là. Une question de la camarade. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. On était en train en aparté là de dire, c'est énorme. Il y a déjà beaucoup de choses. Moi, j'y suis allée. Déjà, j'ai passé du temps en me disant, ah, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait, etc. Et ce n'est qu'en construction. Tu dis que ça va être quelque chose d'énorme, etc. Moi, je le prends. Je me dis, il faut le prendre comme on prendrait le cordillot, comme on prendrait un dictionnaire. Exactement. On a envie d'y aller à un moment donné, on y va, on consulte une partie, on va dans une direction, on va à un étage, dans un tiroir simplement, et puis on laisse, puis on y revient 3 jours après. Il ne faut pas avoir envie de tout voir le jour même. C'est vraiment un truc. On le prend comme, je te dis, comme on prendrait un dictionnaire où tu prends une entrée un jour, une entrée un autre jour. Puis après, il y aura des dimensions de jeu qui n'ont pas encore été vraiment développées là. Par exemple, je vous parlais des indices par rapport aux obstructions, voilà. Donc, ça va aussi beaucoup changer la nature du truc, quoi. Je vais couper au montage de ce que je vais dire, hein, parce que c'est très indécent. Ah. Mais ça pose le problème de l'éternité de Christiane Carlu. Est-ce que tu as prévu qu'après ta propre disparition, il y a quelqu'un qui continue? Ah ben, ça, c'est le principe du projet. Ah, tu vois. Posé à la base. Bon, je vais peut-être pas en couper au montage alors. Le principe du projet, en fait, c'est que une fois, ben, je sais pas, à mon avis, c'est un projet qui se finira jamais, puis ça me plaît bien, en fait, qu'il se finisse jamais. Mais au bout d'un moment, ce que je voudrais, c'est que des gens le reprennent. Donc là, on est en train de former une équipe. Maintenant, on est une dizaine quand même. Tu vois, les 2 copains là qui pilotent, et puis voilà. Mais au bout d'un moment, il y a aussi la proposition qui est faite aux gens d'envoyer leur propre projet. Les projets extrapolés de la commune peuvent être envoyés sur le contact, et puis moi, il y aura un lieu pour les mettre. D'accord. Mais j'aimerais bien que ça se développe sans moi, évidemment. C'est comme un cancer bénéfique. Voilà. Forcément évolutif, dans la mesure où il y a toujours des recherches qui sont faites. Donc il y aura toujours des nouveautés qui seront apportées au moulin. Absolument, absolument. Ouais. Moi, je crois que c'est aussi un site, il faut bien faire la différence avec un ouvrage où l'objectif, c'est bon, que le public y aille, qu'il s'y retrouve. Et dans les publics, il y aura des connaisseurs et des non-connaisseurs, et plus de non-connaisseurs que de connaisseurs. Alors, plus on va entasser, plus ça sera compliqué. Et il faut vraiment penser aussi à l'efficacité, au but final. C'est que des gens y aillent. Il ne faut pas qu'ils se rebutent. Alors il faut bien réfléchir à tout ça et c'est pas facile. Hein. Ouais, comme je voudrais bien élargir les publics, je voudrais les publics, voilà. Donc il y avait cette idée, de faire des jeux, des enquêtes, voilà, un petit peu comme... Il y a énormément de jeunes gens entre 25 et 35 ans qui vont sur les chaînes d'histoire publique. Je ne sais pas si vous connaissez Notabene, tous ces mecs-là. Oui, très bon. Alors, du coup, moi, je voudrais attirer ces gens-là. Il est de Je tour. vais les contacter, ces gens-là aussi, pour qui, voilà, balala. Et puis, par contre, pour distinguer, par exemple, comme je le disais, on peut complètement aussi dégoupiller tout ce qui est la dimension ludique, dès l'entrée du jeu, à terme. On décide, voilà, moi, je vais aller récupérer un document que j'ai repéré à peu près là, je dégoupille le machin, puis il n'y aura pas d'obstruction, il n'y aura pas de vis, on y va directement, quoi. C'est un choix.
Alors, il y a beaucoup de gens qui vont y aller pour voir et s'instruire, mais en même temps, tu dis que c'est ouvert à la création à l'intérieur. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une instance de contrôle? Parce qu'il ne faudrait pas non plus que le site soit piraté par d'autres qui dénaturent ses valeurs, sa destinée, J'ai bien etc. sûr que je n'en suis pas du tout là. Oui. Ce sera... De toute façon, il faut bien que ça passe par toi ou enfin, ceux qui s'en occupent. Ouais, ben, il y a- On peut pas- moi, je ne peux pas rentrer quelque chose dessus. Si. Alors, Ah, si. alors, Bah si, c'est pour ça. c'est que tu as vu dans le menu, tu as un truc contact et tu peux envoyer, alors je pense que je vais le faire d'ici quelques semaines, en fait, il y aura une sorte d'appel au peuple sur les projets extrapolés. Tu peux, par exemple, tu as un projet que tu veux ajouter, tu me l'envoies, je le mets dans le site. Il y aura une entrée spéciale. Contrôle avant, non? Ah bah oui. Ah oui, Bah, c'est si ça. je tombe sur un mec du Front National, il va peut-être pas forcément procéder. Mais ouais, en tout cas, les gens qui ont envie d'ajouter, il y aura un menu, enfin, il y aura un élément de menu où il y aura tous les projets qu'on a envoyés. Ce sera vraiment complètement ouvert, quoi. Voilà, mais il y a une instance de contrôle, alors oui. Bah, pour le moment, c'est moi qui manipule Oui, le bidule, mais c'est prévu. c'est très compliqué, ça. Bah oui, évidemment, je sais. Oui. C'est très compliqué. Il y avait un artiste, en fait, j'ai bouffé son nom. C'était un artiste qui vivait en Allemagne, qui avait fait une œuvre d'art conceptuelle dans les années 90, début des années 90, qui s'appelait The File Room. Et en fait, sur son site, il accueillait tous les gens qui avaient été, en fait, censurés. Par exemple, des auteurs chinois censurés, des auteurs gna censurés, qu'il avait présenté son projet en Allemagne, et puis voilà, il y avait une discussion autour de ce projet-là, et c'était très intéressant, cette question de la censure. Puis au bout d'un moment, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites si un mec, un néo-nazi présente un projet. Et il me dit, moi je ne censure pas. Et là, Premier ça amendement dégénère américain. totalement. Ça, sérieusement c'est ça, dégénéré. ouais. Moi, je trouve ça dingue, quoi. C'est ça. Je trouve ça dingue. Ah, ouais. Parce que la notion de censure intégrerait son autocritique Ouais. par une antiforme de censure qui cautionnerait le néonazisme. Moi, je peux pas ça. Ça me paraît super bizarre. On avance même la liberté d'expression dans ce cas-là. Et C'est- sans limite. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué en fait, parce que on est tous pour la liberté d'expression. Je sais pas. Ben, c'est la différence entre le premier amendement de la Constitution américaine et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme français. Voilà. Qui dit qu'il y a une liberté dans la mesure où des limites prévues par la loi. Il y a des curseurs par rapport à cette liberté d'expression, des choses, mais qu'est-ce qui met le curseur? Qu'est-ce qui Oui, met la- c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui norme ça? C'est ça aussi le problème, c'est un grand débat aujourd'hui quand même. Oui, y compris pour les réseaux sociaux. On est en train de dire maintenant qu'il faut... En général, les sociétés Voilà. démocratiques, on Ouais, voit bien qu'il y a des reculs aujourd'hui. Énorme. Des normes, des curseurs sont poussés plus haut par des dominants, des gouvernants. Ouais. Moi, j'ai une question à vous poser. J'aimerais avoir un. Je peux vous poser une question? Vas-y. C'est normal. Non, il y a. Attendez, je sais plus. Oui, ça a été un débat de la commune, d'ailleurs, sur la liberté de la presse, puisqu'à un moment s'est posé le problème de l'interdiction des journaux versaillais, qui continuaient à apparaître dans Paris. Absolument. Et alors, il a été décidé de les supprimer parce qu'ils étaient accusés d'espionnage au profit de l'armée versaillaise. Et il y a eu une minorité qui a dit mais on ne peut pas pratiquer des choses que l'on réprouve et donc on est contre la censure. C'est vrai. Et alors c'est un débat d'ailleurs qui ne sera jamais tranché, hein. Mais c'est pour dire que ça a préoccupé la commune. Ça. Exactement. Et ils ont discuté très longtemps de ça. Et la censure de ces journaux versaillais est arrivée que très tardivement. Très tardivement. Ils les ont laissés vraiment jusqu'au moment où ça dérapait complètement. Actuellement, d'ailleurs, la coordination réfléchit sur la prochaine carte 2024 de nos adhésions. Ce sera certainement, il y a de fortes chances, ce sera André Léo
c'était proposé par Jean-Pierre Terrier, et la présidente a rajouté « Parlons de la presse sous la commune ». Et donc va être soulevé ce problème de la liberté de la presse, la censure, etc. Et le fait que la commune a pratiqué la censure au moment, avec tout ce que tu viens de dire là. Au moment où il fallait. Oui, oui. André Léo était d'ailleurs journaliste. Eh ben c'est pour ça. C'est pour ça que la présidente a sauté sur l'occasion. Donc, théoriquement, si on fait bien notre boulot, on devrait parler effectivement de cette liberté de la presse, tout à fait par rapport à la commune, mais surtout d'actualité, en 2024. Hein. Donc nous, on le saura, on prend ça à bras-le-corps, comité Berry. Excuse-moi. Elle était aussi féministe. Oui, Il ne faut pas oublier dans le débat. Je crois que c'est un bon choix pour cette année. Voilà. Dernière nouvelle de la coordination avant les prises de décision du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Oui, peut-être là maintenant, c'est l'argent. Voilà, c'est piloté par l'Institut médico-légal. Bon. J'avais un point, elle parle des animaux là. On considère que les ennemis sont des animaux. Ce qui est à remarquer, c'est que tous les dominants, les monarques, les anciens seigneurs, qu'est-ce qu'ils prenaient comme symbole? Le lion, la panthère, l'aigle, il y avait l'ours, une forme de bestiaire. De bestiaire, d'animaux forts, courageux, téméraires. Ouais, ça vient du Moyen-Âge. Et très marqué par rapport à la jante féminine aussi. Hein. Ouais. Parce que les gens féminines, on renvoie à d'autres animaux. Hein. C'est ça. Des animaux différents. Alors, c'est utilisé à double sens. Voilà. Et les fables, évidemment, ont popularisé tout ça, les illustrations de fables. Mais c'est à la fois pour le pouvoir, mais en même temps aussi pour la satire. Dans les livres satiriques, par exemple, quand on présente les archevêques en singes, etc., chez Erasme et tout ça, dans les éditions, c'est à la fois pour glorifier le pouvoir, et en même temps, ça sert aussi à le satiriser. C'est à double sens. Voilà. Et c'est aussi une forme de domination masculine sur la femme, hein, qui est très bien sûr, marquée, sur laquelle on ne fait pas du tout attention. Hein. C'est ça. Il y a une anecdote, il y avait une troupe de théâtre qui faisait un spectacle justement sur les luttes ouvrières, etc., et qui avait pris comme symbole du syndicalisme le lion. Et ils sont allés jouer leur spectacle à Sochaux. Ils se sont fait siffler. Parce que ça changeait complètement l'effet. L'inversion du pouvoir. Ah bah oui. Bon. Bah, il est midi 10. Je voudrais renouveler, parce que tout à l'heure je démarrais très vite, renouveler les remerciements à Jacques. Hein. Ah bah oui. Enfin, c'est parce qu'il fait des excellentes conditions, il y a d'autres endroits. J'ai une question. Attends, je termine avec Jacques. Un grand merci pour l'accueil. Le pouvoir d'abord. La salle. Et c'est un lieu charmant, Saint-Georges. On est très heureux de venir, comme dans tous les autres endroits. Le wifi marche super bien. Ça va, bon, on y arrive. Un grand merci d'avoir un ami et qui est maire aussi, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Vu la commune. Christiane, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais des questions à vous poser. Je voudrais... En fait, là où j'ai jamais de retour, c'est par exemple sur les délires en fait, que j'ai fait. Je pense par exemple à la salle du trône. Vous vous rappelez? La salle du trône ou le débat ordinoir. J'aimerais bien savoir comment vous avez perçu ça. Très positif. Ouais. Alors, on suit 100%. C'est peut-être pour ça que tu ne reçois pas de... Bah oui. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ah oui? Ouais. Moi j'ai trouvé ça très bien, simplement le débat ordinoire, moi j'ai trouvé ça génial, mais est-ce que quelqu'un de Paris ou de Toulouse ou de Non, On n'y fera pas assez au débat ordinaire. Parce que pour nous c'est évident. Oui. Parce que je pensais que c'est vers les jeunes. Oui. Ouais, mais tout est contextualisé, quoi. Il faudra peut-être un autre APD pour expliquer cette histoire berrichonne. Oui. Moi, je suis corésienne,
Je ne connais pas et je n'ai pas ri avec vous. D'accord. Mais D'accord. bon, ça c'est peut-être pas mal. Mais c'est une signature intéressante. Du voyage, Saint-Denis. On est quand même le comité du Berry qui créons ce genre de choses. Donc la signature me paraît intéressante. Le curé de Saint-Denis a fait une carte postale en 4 pages avec la photo de l'église de Saint-Denis. Il met à l'intérieur la description de l'église et il parle du débredinoir. Il est obligé de parler du débredinoir, tout curé qu'il est de Saint-Denis. J'ai gardé le document, bien sûr. Mais c'est ça qui est salivant, c'est tout ce qui est imaginatif, etc. Et c'est la rencontre entre l'histoire et l'art. Et l'imagination. Georges Sand qui a bien exploité Fillon, Berrichon. Hein. Ah ben ça c'est vrai. Oui, non mais c'est vrai. Et en plus, l'universalisant, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte qu'on comprenne le Berry, l'esprit du Berry, etc. Ça constitue un dérivatif dans ce qui pourrait paraître un peu austère dans Oui, l'ensemble. c'est ça. Voilà, un petit souffle d'imagination. Quoi. Ben, moi, je pense qu'il faut... De poésie. Parce que c'est ce que j'ai adoré dans le bouquin de Ross, c'est de parler de l'imaginaire de la commune. Alors, il y avait vraiment un imaginaire, et elle en parle super bien dans son bouquin, de la commune qui a projeté des choses, qui a permis d'avoir des projets, de les réaliser ou pas d'ailleurs, mais bref. Et puis, bon, je sais pas, je pense à la colonne des peuples de Courbet. C'était lire quand même, vous avez vu la colonne, enfin bon, voilà, il se lâchait sérieusement, il n'était plus dans l'enterrement ornant, quoi. Et je me dis que voilà, c'est aussi un imaginaire aujourd'hui. Par exemple, moi, ma favorite, c'est la mise en... Excusez-moi, je perds le mot. La mise en orbite du Sacré-Cœur. On va mettre en orbite le Sacré-Cœur. Alors, je ne voulais pas montrer, il y a en fait tout un travail. Alors, j'ai fait tout un travail, j'ai écrit un grand texte sur l'histoire du Sacré-Cœur. Alors vraiment super, vraiment truc historique à fond, quoi. Et puis j'explique effectivement, il y a les fameux 2 zozos qui veulent construire le Sacré-Cœur avec l'aide. Enfin bon, c'était toute une secte, c'est très compliqué. Et au bout d'un moment, donc, on va rencontrer un certain nombre de personnages. On sera devant le Sacré-Cœur. Et donc, j'ai un ami qui bosse pour Arte, qui fait des films pour Arte, qui est super bon. Donc en fait, on va être devant le Sacré-Cœur qui va commencer à, bouillonner, frémir, bouger et s'élancer et on va l'envoyer, je ne sais pas encore où. Voilà, il part en orbite, en fait, si je sais, il part en orbite. Il part en orbite autour de la Terre. Voilà. Moi, je trouve que c'est un merveilleux sort pour le Sacré-Cœur. Est-ce que on ne peut pas imaginer un sort meilleur. Est-ce que tu as pensé à la fiction de Zola qui présente des gens qui veulent miner le Sacré-Cœur et le faire exploser? Ah mais je ne connaissais pas. C'est dans son roman Paris. C'est pas vrai. Tu vas le lire alors. Bah, attends, je note ça. Dans Paris de Zola. Paris de Zola. Oui, il y a les 3 villes, là, Lourdes, Paris, Londres. C'est dans Paris. Ah ouais, qui voulait le saboter. Voilà, oui, oui. Il y a un groupe un peu anarchisant là qui. C'est comme ça que Zola veut se racheter d'avoir été contre la commune. D'avoir écrit toutes les saloperies qu'il Ben a oui. écrites. Zola, son roman Paris, oui, où il projette de faire sauter le Sacré-Cœur. Moi, ça se trouve facilement, ça. C'est son nom gallica. Bon, bien, on va conclure et puis on se retrouve à la guinguette. Si je peux juste ajouter une petite remarque, Christiane. Si on pense qu'il y a des jeunes qui... Enfin, le but, c'est d'attirer les jeunes. Peut-être que... Alors, ça demanderait aussi encore un autre travail. Déjà, il y en a énormément, mais ça serait peut-être qu'il y ait aussi toute une partie audio, c'est-à-dire que tout ne soit pas à lire, parce que sinon c'est trop. Et qu'il y ait des... Voilà. Oui. Et puis que par exemple les conversations, notamment là dans le café, peut-être ça soit vivant,
théâtralisé. Théâtralisé, mais et c'est pas quitte visuel à par peut-être contre, couper dans le texte pour Ouais. que ça soit plus vivant et que voilà. Mm. Et donc je suppose qu'ici il y a de la matière Absolument. pour des personnes qui voudraient Ah bah oui, bah, être volontaire. être volontaires, Mm. voilà, pour les enregistrements. Ouais, ouais. Et les chansons. Et pourquoi pas. Voilà.